Bien, merci beaucoup à vous d'être là pour cette séance que nous allons consacrer à ce très beau livre, Molière, Georges Forestier. Très heureuse aussi de t'accueillir pour beaucoup de raisons. Et donc nous accueillons aujourd'hui Georges Forestier qui est professeur de littérature française. Est-il besoin de le présenter? Mais je vais quand même m'y plier. Professeur de littérature française à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste du théâtre du XVIIe siècle, directeur du Centre de recherche sur l'histoire du théâtre, qui n'existe plus mais qui est devenu autre chose, mais enfin... Ouais. Je suis plus directeur de rien. Et surtout, Georges Forestier est l'éditeur de la Pléiade de Racine, que je dois avoir là parce que je sors d'un cours sur Racine. Bref, cette belle Pléiade qui en 1999, au moment donc, du tricentenaire, a un peu révolutionné l'approche de ce répertoire-là, de ces textes-là. Et puis, plus récemment, avec Claude Bourqui, Georges Forestier a procuré l'édition toujours à la bibliothèque de la Pléiade du théâtre complet de Molière. Et c'est peut-être par là que je commencerai la conversation. Georges, vous avez été, après avoir édité les théâtres complets, le théâtre complet de Racine, vous avez été son biographe quelques années plus tard. Après avoir été l'éditeur du théâtre complet de Molière, vous en êtes aujourd'hui son biographe. Alors, la première question pour lancer les choses, et puis après ce sera une conversation, j'ai évidemment plein trop de questions, mais vous aurez aussi la parole, c'est bien que ça circule et que ce ne soit pas trop solennel, parce que ça ne va pas à Georges Forestier. La solennité, non. L'esprit de joie, oui. Alors, qu'est-ce que ça apporte, si j'ose dire, au biographe d'avoir d'abord été l'éditeur du théâtre complet, en l'occurrence de Molière? Alors, je vais prendre la question autrement. Qu'est-ce que ça apporte à l'éditeur du théâtre de Molière et de Corneille de faire ensuite une biographie? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nécessité qui s'était imposée à moi. Autant là, pour Molière, on est venu me chercher, si je puis dire, c'est Gallimard qui m'a demandé d'écrire une biographie, ce que j'ai évidemment accepté avec joie. Mais pour Racine, j'avais dialogué avec l'éditeur et j'avais plus ou moins proposé quand même, j'avais dit, je me sens, après avoir écrit une pièce, édité les œuvres de Racine en Pléiade, je me sens la nécessité d'essayer de resituer le travail de Racine en contexte, c'est-à-dire comme il se trouve que j'ai forgé une méthode à l'aide d'illustres prédécesseurs qui vont de Jacques Scherrer à Gérard Genette, en passant par Grémas, une méthode que j'ai appelée la génétique théâtrale, qui consiste à essayer de comprendre comment un auteur classique, parce que ça ne marche pas évidemment pour Houellebecq, comment un auteur classique arrive à concevoir une fiction et construire une fiction à partir des modèles historiques qu'il s'est donnés, que ce soit une pièce de théâtre ancienne ou plus souvent pour la tragédie des œuvres légendaires ou des œuvres historiques. Et donc, comme du coup, cette méthode m'avait permis en fait de rentrer dans le cerveau ou de prétendre rentrer dans le cerveau des créateurs pour essayer de voir comment ils avaient fabriqué leurs pièces. J'ai donc éprouvé la nécessité de me dire, mais comment situer ça dans la démarche de Racine? Comment il est arrivé à ça? Et du coup, voilà, je mesurais pas à l'époque que je m'engageais dans un gros travail qui fait 300 pages de plus que celui-là. Il faut dire que là, on m'a tapé sur le doigt pour que je ne dépasse pas, que j'aille pas aussi loin, parce qu'il se trouve que le Racine, comme vous savez, n'a pas le même statut que Molière dans la société française, et depuis longtemps. On dit pas la langue de Racine, on dit la langue de Molière, pour désigner le français de façon large. Et il se trouve que je vends à peu près, 80 exemplaires dans les meilleures années de la biographie de Racine par an, parce qu'il fait 942 pages, que c'est 35 € ou 38 €, donc c'est un peu cher, et surtout c'est long, et c'est Racine. Donc là, l'éditeur m'a obligé à me tenir à... officiellement, j'ai signé un contrat pour 900 000 signes. Évidemment, je lui ai remis 1 400 000 signes. Mais c'était très raisonnable par rapport aux 2 500 000 de Racine. Et donc, l'idée, c'était ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un énorme travail parce que j'ai cherché à immerger complètement Racine dans son... Racine dans son temps. Oui, je parle du premier.
Ce que j'ai pas pu faire pour ça, parce que pour Racine, dans son temps, il y a un collègue que Gilles Declercq connaît bien, qui s'appelle Ronald Tobin, qui m'a dit un jour, Georges, j'ai compris ce que c'était que la grâce efficace et toutes les querelles des jansénistes en lisant ta biographie de Racine. Évidemment, j'ai pas pu faire pareil avec Molière, parce que pour pouvoir insérer Racine dans son temps, je me suis senti obligé de raconter quelle était l'éducation des élèves des petites écoles de Port-Royal, sur quoi fonctionnait etc. Et pour en arriver à la création de Racine et à récupérer en fait les réflexions que j'avais faites sur les œuvres de Racine dans la Pléiade. Et pour Molière, chaque fois que j'essayais de sortir en expliquant ce que faisaient les rivaux de Molière ou le théâtre rivaux, la concurrence entre les théâtres pour donner un peu plus de vie contextuelle, clac, j'avais une note en marge, c'est de l'histoire du théâtre. Gaston Batti, vous vous rendez compte? Je me suis fait reprocher de faire de l'histoire du théâtre. C'est de l'histoire du théâtre, c'est une biographie de Molière qu'on veut, et du coup, c'est grâce à ça, ou à cause de ça, que je m'en suis tenu à ça. Et donc, j'ai ramené les choses sur l'essentiel des circonstances de la vie de Molière, et donc sur ensuite comment Molière, me semblait-il, fabriquant des pièces à partir des éléments que la génétique théâtrale me permettait de reconstruire, avait inscrit ça dans une trajectoire, dans une vie, et voilà ce que... Et alors le besoin était encore plus intense finalement, même si c'est Gallimard qui m'a proposé, un peu après la publication de la Pléiade, de faire cette biographie. Le besoin était encore plus intense que l'avait été pour Racine. Et tu as une très belle formule pour décrire le geste, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être biographe? On sait très bien depuis le Contre Sainte-Beuve de Proust que la question du moi, est-ce que le moi est contenu dans l'œuvre? Est-ce qu'on peut aller chercher des bribes du moi dans l'œuvre? Cette question-là. Et je trouve que tu es lu très... Tu évacues en fait la question avec cette formule que je trouve belle et que je voulais partager avec vous, et peut-être tu pourrais rebondir quand tu dis dans l'avant-propos, j'ai cherché à rédiger un récit biographique vraisemblable. Alors, et tu ajoutes en me fondant sur trois catégories de textes. Et là, je pense que c'est important parce que vous savez sans doute que le problème majeur avec Molière, c'est qu'on n'a plus rien. Ces lettres ont brûlé. Donc, quel est le matériau? Et à partir de là, quel est le geste pour ce récit biographique vraisemblable? Alors, je trouve que la formule est belle, mais j'aimerais bien que... pourquoi récit biographique vraisemblable? Par rapport aux prédécesseurs qui découlent tous, qui sont tous les enfants de quelqu'un qui me survivra, c'est ce que je dis dans chaque conférence. Je sais que Jean-Léonard Gallois, sieur de Grimaret, qui a écrit une vie de Monsieur de Molière, qui a informé toutes les vies de Molière, toutes les biographies de Molière depuis le début du XVIIIe siècle, puisque cette vie a paru en 1705, je dis me survivra, parce que j'ai beau avoir démontré à la suite de ce qu'on appelait les moliéristes du XIXe siècle, c'est-à-dire tous ces chercheurs qui ont travaillé et qui ont exhumé des archives, etc., et qui ont tous les uns après les autres accumulé un faisceau de choses qui prouvaient que Boileau avait raison lorsque disait que Grimaret se trompe dans tout. Et il ne sait même pas des choses que tout le monde sait. C'était la phrase de Boileau en 1705, quelques mois après la parution de Grimaret. Mais il se trouve que Grimaret existe pour une raison très simple, que tu as rappelée, qui est que tout a disparu des papiers de Molière. Alors, que les manuscrits aient disparu, c'est normal. On n'a pas les manuscrits de Corneille, de Racine. Les seuls manuscrits de Racine qu'on a, c'est un peu de correspondance, parce qu'il a eu la chance d'avoir deux fils qui étaient dévots devant leur père, qui ont essayé de tout récupérer, et ils ont réussi à récupérer seulement 200 lettres, alors que j'ai calculé que Racine, qui écrivait plusieurs dizaines de lettres, enfin, plusieurs lettres par jour, avait dû en écrire 10, 20, 30 000 au moins. Donc, ils ont réussi, malgré toute leur dévotion, à récupérer 200 lettres. Les manuscrits des œuvres que l'on a gardées, c'est juste l'ouverture de l'Iphigénie en Tauride, qui est précisément une œuvre qui n'a pas achevée. Tout le reste, tout le monde mettait au feu après avoir écrit. Donc on n'a pas de manuscrits, comme on n'a pas de manuscrits d'auteurs qui ont publié des œuvres au XVIIe siècle. On a des manuscrits des mémorialistes qui n'ont pas publié, qui ont été publiés ensuite. Mais donc on n'a pas ça. Mais on n'a pas non plus de Molière de traces d'intime, parce qu'il n'y a pas de correspondance, ni reçue par lui, enfin à part deux lettres. Une lettre qui a été publiée par Chapelle dans les œuvres de Chapelle à la fin du siècle, et peut-être un peu réécrite, mais on n'a pas de lettre parce que Molière n'a pas eu de fils. Ils sont les deux
Sur les 4 enfants, 3 sont morts, et celle qui a survécu, elle a grandi dans une institution religieuse où elle est restée, parce que d'abord, quand on était fille de l'aristocratie, il se trouve qu'Armande Béjart, se sachant fille d'un seigneur qui était le comte Esprit Raymond de Modène et de Madeleine Béjart, a voulu élever sa fille comme elle-même avait été élevée par Madeleine, loin du théâtre et dans une institution religieuse. Mais la fille, Esprit Madeleine, elle est restée dans l'institution religieuse, donc elle ne voulait pas avoir savoir quoi que ce soit sur le théâtre, ni sur la vie abominable de ses parents, et donc elle a rappelé qu'elle était la petite fille d'un seigneur, mais pas, et que sa mère elle-même, bon bref. Et du coup, elle s'intéressait pas aux papiers. Et les papiers, il y a quelqu'un qui les a eus, c'est le beau-fils de Molière, qui s'appelait Nicolas Guérin, fils du deuxième mariage de Armande Béjart. 3 ans après la mort de Molière, elle s'est mariée avec un comédien de la troupe, qui était rentré dans la troupe entre-temps. Et Nicolas Guérin a complété une pièce inachevée de Molière qui s'appelle Mélicerte, dont personne ne sait. Quand on a fait la Pléiade, on n'a pas réussi à savoir si elle avait jamais été représentée, quoi qu'inachevée, d'où elle sortait, quel était son statut, on ne sait pas. Mais lui, il l'a complété. Et il a dit dans sa préface, en la complétant, « J'ai cherché dans les papiers de Monsieur de Molière s'il y avait des indications sur la fin qu'il voulait donner à cette pièce, et je n'ai pas trouvé. » Donc ces papiers, ils ont existé, il les a eus en main, mais il est mort à 28 ans. Son père, Guérin, le comédien, qui devait en avoir ras-le-bol de Molière, son prédécesseur dans le lit de sa femme, et surtout son illustre prédécesseur, et puis qui était un peu alcoolo et tout, donc les papiers, son fils est mort, les papiers ont disparu, et voilà. Et donc il n'y a pas d'intime. Et Grimaret remplit l'intime. Ouais. Parce que Grimaret fait ce qu'on fait, c'est le dernier, c'est le représentant de la tradition des vies. De vie de philosophes, de vie des grands auteurs, de vie des artistes. Et dans les vies, les vies sont un genre qui relève de la rhétorique de l'éloge. Et donc, on ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il en était exactement de la vie des gens qu'on raconte. Et de fait, ceux qui ont écrit dans l'Antiquité la vie d'Euripide ou de Sophocle, ils n'avaient aucune indication, tout avait disparu concernant la vie d'Euripide et de Sophocle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va raconter, selon les règles de la rhétorique, les hauts faits d'un héros, de la pensée, en l'occurrence du théâtre. Et comment va-t-on faire pour raconter ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont dit ? Eh bien, on va chercher dans leurs œuvres. Et on va prêter aux personnages que l'on veut faire parler quelquefois, etc., des paroles qui ont été en fait empruntées à leurs œuvres. Et c'est ce que fait Grimaret, c'est-à-dire que il est l'homme qui est dans la lignée des vies qui s'achève au XVIIIe siècle. Et donc, il n'y a pas d'intime, il veut faire parler Molière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une réputation comme quoi Armande Béjart, postérieure à la mort de Molière, comme quoi Armande Béjart était légère, comme toutes les comédiennes passées pour légères au XVIIIe siècle, était légère et tout, qu'elle avait trompé Molière, que Molière était jaloux, etc., etc. Et cette légende-là, qu'est-ce qu'a fait Grimaret ? Il est allé la nourrir en prêtant des paroles à Molière qu'il a empruntées aux misanthropes. Et Molière parle en fait comme Alceste. Plus exactement, c'est Molière qui parle, et c'est soi-disant... C'est soi-disant Molière qui parle, et en fait c'est Alceste qui parle. Et exactement comme faisaient les auteurs de vie depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'œuvre des éléments qu'on prête à l'auteur, et après, évidemment, lorsque les critiques littéraires arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont interpréter l'œuvre à partir de la vie de l'auteur. Or, la vie de l'auteur, elle a été fabriquée à partir de l'œuvre. Donc, on est dans un système de cercans qui vont la paix, d'où le fait que le misanthrope a très mal été compris pendant très longtemps, où on a raconté beaucoup de choses fausses pendant très longtemps, parce que on a eu ce besoin comme en plus, à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, quand on a commencé à écrire des biographies plus consistantes, on a eu une conception de la littérature qui était la littérature parle de l'homme lui-même. On n'a pas imaginé qu'au XVIIe siècle, ni Racine, ni Corneille, ni Molière ne parlaient d'eux-mêmes. Ils racontaient des histoires destinées à provoquer des émotions chez les spectateurs à partir d'éléments qu'ils reconfiguraient, qu'ils empruntaient à des sources diverses. Et donc on s'est dit, au XIXe siècle, mais Molière, il parle de lui, quoi. Et Molière, il a souffert, Molière, il a été jaloux, il a été malheureux. Et comme Grimaret avait déjà nourri tout ça, il laisse entendre que même que Molière, c'est parce qu'il a été malheureux en amour qu'il est tombé malade, etc. Et on est dans un système, d'où le fait que lorsqu'on veut écrire ensuite une biographie aujourd'hui, on se dit, je me suis dit, eh bien, il faut faire table rase de tout ça, essayer de raconter un récit
biographique vraisemblable à partir des éléments attestés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme un élément attesté ? On a 3 catégories d'éléments. On a des témoignages contemporains, c'est-à-dire pas mal de témoignages de gazetiers, qu'il faut savoir interpréter avec prudence, parce que lorsqu'il dit que la Champmeslé est une enchantrice, probablement c'était la meilleure actrice tragique de son temps. Mais s'il dit qu'elle est une enchantrice, c'est parce que ça rime avec actrice, bien évidemment. Donc il faut toujours se méfier avec eux sur les affirmations et prendre en compte de cela. Mais malgré tout, on a des témoignages des gazetiers. Quand on s'interroge sur la mort de Molière, que le 19e siècle a imaginé longuement malade, phthisique, puisqu'au 19e siècle, tout génie doit être phthisique. Et donc, lorsque des médecins du 19e siècle, ils ont dit « Ah tiens, Molière, il a été malade en 1666, il était absent de la scène pendant 15 jours. En 1667, il a été encore absent de la scène pendant 3 semaines. Il est mort en toussant, donc d'une rupture d'une veine du poumon. Il avait la tuberculose. En plus, il est question d'un gazetier qui rigole en disant qu'il revient à la scène tout ragaillardi du lait d'Inac. Et donc, au 19e siècle, on disait lait phthisique parce que le régime lacté, c'est pour les phthisiques. Il se trouve que quand on regarde ce qu'ont dit les gazetiers de l'époque, 1, il est tombé malade en 66, 2, il est tombé malade en 67, et puis après, il n'est plus jamais tombé malade. Alors que les gazetiers avaient les yeux fixés sur une des stars et qui décrivait tous ses faits et gestes. Au fond, les gazetiers, c'est la presse people d'aujourd'hui. Exactement, Il y a ce côté, c'est la presse people d'aujourd'hui. On cherche à tout savoir de la vedette. Et en 1673, février 1673, quand Molière meurt, le correspondant français de la Gazette d'Amsterdam écrit « Il est mort, mais si subitement qu'il n'a presque pas eu le temps d'être malade ». Donc, qui croire la fabrique d'une légende qui a été esquissée assez rapidement après sa mort, parce qu'après sa mort, Molière a fait l'objet, comme c'était une star, comme je l'ai dit, c'est la plus grande star de l'histoire de la littérature française, si on regarde ce qui s'est passé après sa mort. Il a fait l'objet d'une centaine d'épitaphes, une centaine de poèmes sigies, mais aussi de quatrains, etc. En gros, on peut résumer ça sur le terme de tombeau ou d'épitaphe, et aucun, les autres, ils ont eu droit à un tombeau, une épitaphe, et puis c'est tout. Lui, une centaine. Et dans cette centaine, il y en a plein qui jouaient sur... Il feignait la maladie, il a été rattrapé par la mort. Il feignait le mort, il a été rattrapé à la fin du malade imaginaire. C'est Argan qui fait le mort. Il a été rattrapé. Il jouait la maladie, il a été rattrapé par la maladie. Et ça a commencé à tourner autour de ça. Et du coup, on a fini par se demander si jouant la maladie, il n'était pas véritablement malade. Sans se dire qu'un type qui écrit une pièce qui s'appelle Le Malade imaginaire, dans laquelle le héros est présent dans 28 scènes sur 32, dans laquelle il court après Toinette comme un fou furieux à l'acte premier, etc., s'il est en train d'être subclaquant, il n'écrit pas une pièce comme ça. Surtout si à tout moment, une quinte de toux de phtisie crachant du sang peut interrompre son discours, alors que tous les autres personnages lui disent « Mais vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas malade du tout, c'est dans votre imagination. » Bon, malade imaginaire, c'est pas... Bon. Et donc, on voit bien que la fabrique contemporaine de sa pièce interdit qu'il soit malade. Alors, il est tombé malade là, mais en février 73. Et il se trouve que quand on a donc les textes des gazetiers. On a des témoignages, on a des correspondances. Pour en rester avec la question de la maladie de Molière, il se trouve que j'avais appris, quand j'ai fait la biographie de Racine, à aller voir, il y a des chercheurs avant nous qui ont fait de très précieux ouvrages. Raymond Picard a ainsi fait un corpus racinianum suivi d'un nouveau corpus racinianum. Sauf que il y a des passages où il mettait 3 points de suspension dans les textes qu'il citait. Et j'ai eu la curiosité d'aller voir ce qu'il y avait derrière les points de suspension. Et très souvent, j'ai vu des choses qui m'intéressaient moi, parce que 50 ans après Picard, j'avais une optique qui était différente, et il y avait des choses qui m'intéressaient plus. Et évidemment, Montgrédien a fait la même chose avec les recueils de textes et documents relatifs à Molière, en 2 volumes. Et il y avait notamment... Juin 73, Jean Chapelain, tout le monde sait l'importance de Chapelain, le plus grand théoricien français, l'inventeur de ce qu'on va appeler la doctrine classique pour la France, qui écrit à un correspondant de Padoue en juin 1673, Molière, le plot et le terrain de notre siècle. Sauf qu'il y avait des points de suspension. Et donc, grâce au fait que, grâce à Internet, on a toute la correspondance de Chapelain qui est en ligne, je me serais quand même déplacé, bien sûr. Du temps de Racine, je m'étais déplacé parce qu'on n'avait pas tout en ligne.
je suis allé lire la lettre complète. C'est Chaplin qui écrit à professeur Ferrari de Padoue pour le féliciter d'être sorti de cette toux et fluxion qui nous a tant tué de gens cet hiver à Paris. Et que, donc il y a eu une épidémie de bronchite ou d'infection pulmonaire, parce qu'à l'époque, ce qu'était la fluxion, ça allait du gros rhume à la bronchite jusqu'à la pneumonie, tout ce qui était infection pulmonaire, etc. Donc il y a un nombre de gens incroyables qui a été fauché en janvier, février, mars 73, dont Molière, et il continue en lui disant, nous, gens de public, nous devons faire attention parce qu'en parlant, nous nous échauffons les poumons, et donc nous sommes sujets à la fluxion. Et encore une fois, je vous félicite d'être sortis de cette toux qui nous a emporté notre Molière, le Plot et le Terence de notre temps, etc. Et vous voyez, la petite phrase résumée, enfin, qui était là, parce que Montgrédien avait jugé que c'était ça l'important, en fait, concluait une phrase dans laquelle on découvrait que Molière était mort, comme des dizaines d'autres, d'une épidémie de quoi ? De grippe, de bronchite, de pneumonie, enfin de toute façon dans le Paris miasmatique, je ne sais pas si c'est comme ça que c'était à l'époque, sans antibiotiques, sans rien, vous aviez une chance sur deux, voilà. Donc du coup, on a les gazetiers, 2 des témoignages, 3, on a des documents qui nous permettent de suivre la trajectoire de Molière en tant que professionnel du théâtre. Ces documents, c'est, hélas, il n'y en a que 3 des registres de comptes du théâtre. Il n'y en a que 3, le registre dit, les 2 registres dits de la Torillière, puis le registre de Hubert en 70-73, qui préfigure après ce qui va être les registres de Guénégaud et qui débouchent sur la Comédie Française. Et surtout, heureusement, que le bras droit de Molière, le comédien Lagrange, a eu l'idée, dans les années 1680, de faire ce qu'il a appelé, et c'est le titre de son ouvrage, de son manuscrit, extrait des recettes de la comédie. C'est-à-dire qu'il a pris tous les registres de contes du théâtre, et là où le registre de comptes présente une pièce par page, donc mardi 1er février, l'école des femmes, recettes 1200 livres, part pour chaque acteur, frais ordinaires, frais extraordinaires s'il y en a, etc., part pour chaque acteur, donc une page entière. Et Lagrange, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour chaque page, il a fait une ligne. 1er février, mardi 1er février, l'école des femmes, 1200 livres par 150 voilà, par acteur. Et il a fait ça. Et du coup, grâce à cet extrait, qu'on a longtemps cru, beaucoup ont pensé, quand ils l'ont découvert au 19e siècle, qu'il avait écrit au jour le jour. En fait, il se trompe tellement souvent sur des choses importantes. Par exemple, il se trompe d'une semaine pour la mort de Duparc. S'il avait écrit au jour le jour, il aurait signalé le jour même la mort de Duparc. Un acteur aussi important qui côtoyait tout le monde. Il se trompe de 6 mois pour la mort de Molière. Pourquoi ? Parce qu'il rajoute dans ce texte, il rajoute des éléments qui sont revenus ou qu'il avait notés quelque part. Par exemple, pourquoi la mort du père de Molière ? Simplement, il le situe en août, par exemple, 69, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi il s'est trompé comme ça ? Mais tout simplement, j'ai remarqué qu'en août 69, il y avait une visite de Tartuffe. C'était Tartuffe, c'est une grande période de temps. Il y avait une visite, donc Tartuffe était joué chez un grand seigneur, je ne sais plus qui. Et en fait, quand on sait, grâce au registre de décès officiel, que le père de Molière est mort en février 69, et quand on regarde la date, on s'aperçoit que c'était une visite. Donc en fait, il se souvenait que le père de Molière était mort pendant qu'ils étaient en train de jouer en visite dans un hôtel particulier parisien, mais il s'est trompé. Donc la certitude que Lagrange a écrit après coup, mais on s'en fout, je veux dire, que ce soit... le tout, c'est que grâce à ça, on sait exactement quelle pièce a joué la troupe de Molière, quelle pièce il a joué, à quel moment il a arrêté de jouer des tragédies parce qu'ils ont engagé 2 comédiens pour jouer les tragédies, et quels ont été les succès des uns et des autres. Et, par exemple, le fait que Grémaret nous dise que le Misanthrope, ça a été un échec, etc., etc. Quand on regarde le registre de Lagrange, on voit que le Misanthrope, ça a été un des grands succès de Molière. Mais le problème, c'est que la légende s'est créée que le Misanthrope, ça a été un échec. Et après, on dit jamais que l'Avare, ça a été un échec. Alors que l'Avare, la création de l'Avare, ça a été un échec. Pour des raisons que j'essaie d'interpréter, je pense que
Tout le monde savait à ce moment-là qu'on était il y avait des négociations qui allaient aboutir à ce qu'on appelle la paix de l'Église entre le roi, le représentant du pape, les jésuites et les jansénistes, et les représentants jansénistes, et que du coup, Tartuffe allait être enfin autorisé. Et donc, on a l'impression que le public se disait, tout ce que fait Molière en ce moment, c'est du bouche-trou en attendant Tartuffe. Même l'avare, quoi. Et l'avare a mis quelques semaines avant de prendre son envol, et comme un petit train là, un peu ancien là, qui monte une colline, il est arrivé, il est devenu... Et donc, grâce à ça, voilà, donc, à travers ces trois éléments... Il y en a un autre peut-être de documents dont tu parles aussi, et que tu as édité dans la Pléiade. C'est l'inventaire après décès de Molière. L'inventaire après décès, ça nous fournit quelques idées sur la bibliothèque de Molière. Et oui, ça c'est important. Et surtout sur les costumes de Molière, et ça c'est très intéressant parce que c'est grâce à l'inventaire après décès qu'on sait par exemple que dans les Fâcheux, Molière jouait 5 rôles différents. Et ça explique en fait beaucoup de choses en même temps, et c'est ça que ça m'a permis de réfléchir là-dessus et de reconstituer une partie du statut de Molière en tant que comédien, et pas seulement comédien. Je pense que c'est ce que je dis dans le livre, je pense que c'était un grand imitateur, au sens des imitateurs d'aujourd'hui, comme Laurent Gérard, je trouve que c'est le meilleur actuel, mais un grand imitateur, et du coup, quand on comprend que c'est un grand imitateur, c'est la raison pour laquelle il avait un tel succès quand il faisait certains rôles, et qu'on attendait de lui qu'il imite le compositeur d'air qui veut danser en plus, le chasseur, le joueur, bon, tous des courtisans qu'après, c'est pour ça qu'il est capable de dire à ses comédiens, toi tu vas jouer un poète, et tu dois marquer, prendre ce ton de voix-là, etc., parce qu'il savait, il entendait les sons de voix qu'ils avaient, et du coup ça m'a conduit à réexaminer un lieu commun dans lequel j'étais moi-même tombé, parce que tout ce que je dis là, quand je dis qu'avant moi, si je peux dire, avant cette biographie, en gros, on a écrit des choses qui n'étaient pas très justes, mais moi-même, j'ai écrit un petit Molière en 1989 ou 90, dans lequel je veux pas qu'on me le mette sous les yeux, parce que j'ai moi-même été dans la vulgate, parce que quand on écrit un livre sans avoir fait une totale recherche sur un auteur aussi important, évidemment, on s'appuie sur ce qui a été écrit avant. Et donc, pourquoi est-ce que j'étais en train de dire ça à propos de... Ah oui, à propos de l'impromptu de Versailles. Parce que l'impromptu de Versailles, comme je disais, là, je sors d'un cours de 2 heures où j'ai parlé de Corneille et de l'illusion comique, et donc du théâtre dans le théâtre, qui fut ma première thèse, qui fut ma thèse, comme on dit aujourd'hui. Il se trouve que donc l'impromptu de Versailles, c'est une pièce dans laquelle il y a un jeu d'enchâssement, puisque Molière enchasse, il y a des comédiens et on enchasse des fragments de répétition d'une pièce qui est une nouvelle critique de l'école des femmes. Et donc il y a un passage où Molière imite les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, Montfleury et tout et tout. Et donc on s'en est souvent servi pour dire, ah voilà, on voit le jeu naturel de Molière par opposition, parce qu'il explique que il y a d'un côté un auteur que des comédiens viennent visiter, l'auteur et les comédiens, l'auteur fait faire un essai aux comédiens et dit, jouez-moi un peu ça, donc un extrait de Nicomède, te le dirai-je, Arras, il m'a trop bien servi, augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravi, et le plus naturellement qu'il est possible. Et l'auteur, dans lequel on reconnaît Corneille, bien sûr, dit, vous vous moquez, il faut dire cela avec emphase, te le dirai-je, Arras, etc. Bon, imitant, et il y a une didascalie qui dit, imitant Montfleury, célèbre comédienne de l'Hôtel de Bourgogne. Et on a souvent opposé le jeu naturel de Molière avec le jeu emphatique, empoulé, etc. de l'Hôtel de Bourgogne. Moi, je dis toujours aujourd'hui que, de même que quelqu'un qui ne s'intéresse pas au vin sera incapable de faire la différence entre un Saint-Estèphe et un Pouillac, de même, nous, on serait placés devant l'Hôtel de Bourgogne et la troupe de Molière, avec le recul, on serait incapable de faire la différence entre le jeu des uns et des autres. En revanche, ce que fait Molière, en jouant sur le prétendu naturel, c'est que ça lui sert en fait à faire un exercice d'imitation parodique des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, sans visée esthétique. La preuve, et c'est ça qui m'a... Parce que quand on fait on s'immerge dans les documents d'époque, on lit des textes de témoignages, et il se trouve qu'en 1664, tandis que Molière avait écrit la critique de l'école des femmes,
comment s'appelle-t-il, Bourseau écrit Le Portrait du peintre, Molière réplique en écrivant L'impromptu de Versailles, et le fils Montfleury, Antoine Montfleury, écrit L'impromptu de l'Hôtel de Condé. Et tandis que Donneau de Visé, il produit Zélinde, enfin il écrit 3 petites pièces comme ça qui ne sont pas représentées, et on s'aperçoit que Donneau de Visé et Montfleury reprennent un thème, et dans les 2 cas, le thème c'est le même. Ils parlent d'impromptu de 3 ans. Et ils font dire à un personnage de l'une des pièces, il dit, mais il représente ça comme un impromptu, en fait ça fait 3 ans qu'il débute ça au bout des tables. Donc en fait on comprend qu'en fait Molière reprend dans sa pièce quelque chose qui était attendu par tout le public, qui était ce qu'il débitait quelquefois lorsqu'il était invité dans des banquets, dans des repas, etc. On lui disait, allez, imite Montfleury, imite La Beauchâteau, imite, etc., etc. Et il faisait ça à la fin, etc. Et du coup ça devient un morceau de bravoure dans l'impromptu de Versailles. Et évidemment, il joue à emphatiser encore plus, beaucoup plus que ce qu'il devait jouer. Et donc, là, c'est pour ça que je dis que la différence entre les uns et les autres devait être très, très, très minime. Voilà, tout ça, je ne sais pas d'où j'étais parti. Mais du coup, et je sais moi d'où nous sommes partis et où nous sommes. Du coup, on entend bien qu'il y a ces 3 corpus de documents, qui t'ont aidé à poser ce geste de récit biographique vraisemblable. Et ce que je trouve intéressant, enfin ça fait aussi, je crois, le cœur de cette biographie et sans doute aussi ça, non seulement son intérêt mais sa nouveauté, c'est que tu tords le cou à beaucoup de mythes. Alors tu nous en as déjà parlé de quelques-uns, mais il y en a un par exemple, ça m'a troublée, j'aimerais bien que tu reviennes peut-être sur cette question, le mythe des médecins. On dit que Molière a perdu sa maman très jeune, les médecins, c'était ces hommes en noir, méchants, affreux, qui ne l'ont pas sauvé de la mort, et que du coup, s'il a autant invectivé la médecine et les médecins, c'était dans ce souvenir de l'épisode maternel. C'est vrai que la chose est belle et on a envie de la croire, mais tu dis autre chose sur ce biographème-là, hein, parce qu'il y a plein, dans les mythes, il y a les biographèmes, il y a d'autres choses, c'est très dense et c'est très complexe, il faut dire la vérité, mais peut-être sur ce point-là, et puis peut-être vous aurez envie de poser d'autres questions, mais sur les médecins. Alors, sur les médecins, 2 choses, enfin, ou 3 choses, bon, bref, commençons. Le fait que Molière ait pu être ébranlé dans sa psyché par la mort de sa mère à l'âge de 10 ans, si ça avait dû jouer, Racine aurait dû être un auteur qui aurait écrit qui aurait mis en scène les médecins. Dans son unique comédie, ce sont des juges et des avocats fous. Il se trouve que les femmes tombaient comme des mouches au XVIIe siècle. Sa mère est probablement morte d'une énième fausse couche ou naissance malheureuse d'un enfant mort à la naissance, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a si souvent des barbons qui se remarient avec des jeunettes, et dans la comédie et dans la vraie vie, parce que le nombre de femmes qui mouraient en couche il était considérable au XVIIe siècle. Donc le fait que la mère de Molière soit morte alors qu'il avait 10 ans, en plus il avait très probablement, vu son milieu social, été élevé comme Racine par une nourrice, à qui Racine songe-t-il dans ses derniers moments lorsqu'il fait son testament? Sa vieille nourrice pour laquelle il donne une pension pour qu'elle subsiste, etc. Donc ces gens-là, ils étaient souvent plus proches de leur nourrice que de leur propre mère, de leurs propres parents ou leur propre mère. Donc du coup, je ne veux pas dire qu'il a... Mais ce que je veux dire, c'est que ce point-là, dont on a fait évidemment, et la psychanalyse est venue là-dessus, et quand on voit le film de Mnouchkine, évidemment, c'est Pain-Béni, c'est méchant, comme tu dis... médecins qui ont terrorisé ce pauvre petit Molière, ce pauvre petit Poquelin à l'époque. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à quel moment apparaît là, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, déjà dans la Pléiade on l'avait dit, parce que celui qui a vraiment mis le doigt là-dessus, c'est notre collègue de Lyon, spécialiste de janséniste, Gilles Denoux. Oui, bien sûr. Laurent Thirouin. Laurent Thirouin, qui a écrit un article, justement, il y a une bonne quinzaine d'années, hein, au moins, pour montrer le parallélisme entre religion et médecine chez Molière. Et donc, c'est ça qui m'a permis d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire d'observer que il n'y a pas seulement Sganarelle qui dit à Don Juan, en 1665, « Quoi, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ?» Tiens, aussi impie en médecine qu'il y a une relation entre médecine et religion. Il y a aussi le fait que
et c'est ce qu'on observe, que Molière ne peut pas représenter le Tartuffe à partir de mai 1664. Il va se battre. Le beau film qui s'appelle Brûler Molière, qui va passer dans quelques mois à la télé, que peut-être vous allez organiser une projection ici, force un peu les choses en montrant un Molière qui est axé là-dessus, mais il faut prendre une option quand on fait un film, et ça marche très bien. Je pense qu'il ne s'est pas battu comme un fou furieux, parce qu'il était entrepreneur de spectacle, il avait d'autres chats à fouetter, si je puis dire, que se concentrer sur Tartuffe. Mais toujours est-il que l'interdiction de Tartuffe, alors même que Tartuffe, qui était à l'origine une satire de la dévotion, j'insiste là-dessus, et non pas une attaque contre le vice que serait la fausse dévotion et l'hypocrisie à l'origine, il s'attaque vraiment au système catholique du dirigé et du directeur de conscience, que François de Sales, dans 4 chapitres de son introduction à la vie dévote, avait dit, pendant 4 chapitres, qu'il est indispensable d'avoir un directeur de conscience lorsqu'on veut mener une vie dévote, c'est-à-dire mener dans le monde une vie en Dieu. Et donc, Molière s'attaque à ça, mais il est interrompu parce que Louis XIV a beau avoir quasiment commandé cette pièce, parce que les dévots, ils ne pouvaient plus les voir en peinture, mais au lendemain de la création à Versailles, son archevêque, son ancien précepteur, archevêque de Paris, qu'il venait de missionner une semaine plus tôt pour réduire l'hérésie janséniste en faisant signer le formulaire dans tout le diocèse de Paris, le formulaire dans lequel on déclarait que telle et telle proposition, les 5 propositions, étaient dans Jansénus et étaient hérétiques. Et donc, du coup, il fait valoir à Louis XIV qu'il ne peut pas à la fois applaudir une pièce dans le salon de Versailles, parce que cela, c'était plus dans les jardins, qui fait la satire du cœur de la religion catholique qui est devenue la dévotion au XVIIe siècle, et en même temps se présenter comme le héros de l'orthodoxie catholique face aux jansénistes, parce que, on va dire, les jansénistes les premiers, il y a 2 poids 2 mesures. Et donc, il a convaincu Louis XIV qu'il fallait empêcher Molière de représenter sa pièce en public. Et donc, du coup, à partir de là, il sait qu'il y a une sorte de mur de verre qu'il ne peut plus franchir, qui est celui de mettre la religion d'une manière ou d'une autre sur le théâtre. Ce qu'il va faire avec Don Juan, c'est que Don Juan, il va faire sortir des horreurs par Sganarelle, personnage superstitieux, des horreurs dans Don Juan qui est brûlé à la fin. Parce que Don Juan, c'est l'image du libertin qui est conduit par son irresponsabilité incrédule à l'enfer du dénouement. Donc il peut se permettre, il peut tout oser là. Mais à partir de là, il peut plus. Et il se trouve que les libertins, ce qu'on appelle les libertins érudits, c'est-à-dire ceux qui pensent à côté, les Lamotte-Levaillé, tous ces philosophes qui réfléchissent depuis Charon, Pierre Charon, le prêtre, disciple de Montaigne, tous ceux qui réfléchissent sur une religion, une prud'homie, et qui sont donc contre la religion zélée, contre les comportements des dévots, justement, contre la dévotion, et quelquefois ils sont eux-mêmes, donc chez les libertins érudits, ça va du déisme, en quelque sorte, jusqu'à l'incrédulité et l'athéisme total. Et ces gens-là, depuis longtemps, ils ont marqué le lien entre la religion et la médecine, parce que ces hommes sont vêtus en noir, ces hommes utilisent le latin, utilisent des mots savants avec lesquels ils obscurcissent l'esprit des gens, et ils forcent de leur savoir, ils menacent les gens de la mort, ils jouent sur la crédulité principalement vis-à-vis de la peur des gens, de la peur des hommes de mourir. Et donc, là-dessus, on s'aperçoit que c'était déjà un petit clin d'œil qui courait chez les libertins, et comme par hasard, au lendemain dans les mois qui suivent, 1 an après Molière, donc quelques mois après l'introduction de Tartuffe, Molière met Don Juan à l'affiche, qu'il ne peut pas garder longtemps parce que pour des raisons de spectacle, de scénographie, il ne peut pas garder On va y revenir. Voilà, si tu veux, donc on va y revenir. Ouais. Et donc du coup, après, il se trouve qu'il a la chance, d'une certaine manière, que Louis XIV est excédé par les conférences, ce que vous appelez les conférences, que les médecins faisaient entre eux, après les visites qu'ils faisaient à Anne d'Autriche, malade du cancer,
Sans parler du fait qu'on la charcutera en public, mais ça c'est les chirurgiens, c'est pas les médecins. Qu'ils débattaient entre eux, etc. Ils faisaient des consultations. Ouais, consultation, c'est aussi quand ils consultent entre eux. Et qu'ils s'apercevaient que rien ne débouchait, qu'elle était de plus en plus malade, sauf pendant 15 jours ou 3 semaines ou un mois, quand ils ont représenté l'amour médecin, parce qu'ils avaient fait venir un charlatan, médecin plus ou moins charlatan de Lorraine, qui lui avait fait, je sais pas quel onguent et quelques trucs. Il avait créé une petite rémission pendant quelques mois. Et c'est à ce moment-là que Louis XIV demande à Molière un spectacle pour l'automne 1665 à la chasse à Versailles, et que Molière propose justement les consultations de médecins. Et c'est comme ça que l'amour médecin apparaît. Et dans l'amour médecin, il y a un passage où l'un des médecins, au troisième acte, c'est Monsieur Fillerin, il y a les 4 médecins qui font leurs consultations délirantes, etc., et qui expliquent à 2 d'entre eux qu'ils ont eu tort de se disputer sur la fameuse question du vin émétique, parce qu'il y en a un qui est pour la faculté de Paris et l'autre pour la faculté de Montpellier, parce que montrer comment on peut ne pas être d'accord, ça nuit à notre art, parce que du coup ça fait voir au public que nous ne sommes pas toujours d'accord, et le public doit croire absolument à tout ce que nous disons. Et là il y a une tirade qui est, si vous remplacez médecine par religion, elle est intégralement transposable. Et pour terminer, c'est pas pour rien que, après comme ça on va passer à d'autres questions, c'est pas pour rien que le héros aveugle de Tartuffe s'appelle Orgon, et que le héros aveugle face au médecin du malade imaginaire, il s'appellera Argan. Je veux dire, c'est pas Molière. Pardon ? Oui, mais je veux dire, Molière, il avait 10 000 noms inventés, à inventer sous la main s'il a fait le signe explicite. Je veux dire, moi, je suis. Peut-être vous avez peut-être remarqué, je suis très prudent sur les interprétations personnelles, mais là, je pense que c'est pas une interprétation personnelle, c'est un signe. Alors, j'avais eu que ça, oui, mais quand on voit la lignée justement de cette superposition, de ce remplacement entre religion et médecine, on se dit, voilà. Et ce que tu fais pour les médecins, si j'ose dire, en essayant de revenir sur le mythe et de tourner autour de cette chose-là, de l'évider aussi de son contenu, et pour essayer d'arriver au fond à quelque chose de plus original, plus juste par rapport à cette trajectoire de Molière. Tu dis aussi, par exemple, et il y en a beaucoup, c'est une accumulation qui est intéressante, tu dis que, que d'après toi, au fond, c'est aussi une légende que le père de Molière ait eu l'esprit étroitement bourgeois, qu'il a dû sa vocation de comédien à un grand-père maternel démonaire, qu'il emmenait sans cesse au théâtre, qu'il fut l'élève du philosophe Gassendi, que c'est par lui qu'il a rencontré Cyrano de Bergerac, que s'il parle de cocu dans ses pièces, c'est parce que lui-même l'était, enfin, toutes ces choses-là. Au fond, tout ça, tu démontres que c'est faux. Je démontre que c'est faux parce que c'est Grimaret qui invente l'histoire du père de Molière qui ne veut pas que son fils devienne comédien face au grand-père qui avait emmené tout le temps le petit à l'hôtel de Bourgogne, etc. Ça peut être vrai, mais on voit bien le lieu commun du père sérieux, sévère et du grand-père débonnaire, mais surtout, on se dit, ce grand-père, pour quelle raison le père de Molière était fils, petit-fils de tapissier, frère de tapissier, père de tapissier, puisque le jeune frère de Molière était tapissier à son tour. Bon, évidemment, il peut vouloir que son fils devienne tapissier à son tour, ce qui est selon moi faux, puisqu'on sait que Molière est allé à Orléans pour commencer des études de droit, parce que justement le père de Molière voulait que son fils aîné franchisse une étape supplémentaire dans une trajectoire. Mais quand on regarde le grand-père, sur le nom duquel Grimaret se trompe, il appelle Boudet alors que c'est le nom du futur beau-frère de Molière, alors qu'il s'appelait Gressé. Quand on regarde le nom du grand-père Gressé, le grand-père maternel, il était petit-fils de tapissier, fils de tapissier, père de tapissier, beau-père de tapissier, oncle de tapissier. Je veux dire, pourquoi ce type qui était dans la tapisserie, dans les coussins, dans les riches étoffes, etc., autant, si ce n'est plus que son propre gendre, aurait été plus débonnaire vis-à-vis de son petit-fils, alors qu'il aurait sûrement voulu qu'il reprenne, au contraire, qu'il s'inscrive dans la dynastie des tapissiers, etc. Donc, vous voyez, il y a ça. Et puis, la deuxième chose que tu m'avais dit, c'était à propos de... tous les mythes, c'est le cocuage aussi. Oui, non, mais à part le cocuage, tu m'en avais un troisième. Gassendi. Oui, Gassendi et Cyrano de Bergerac. Mais vous savez que Grimaret, qu'est-ce qu'il écrit ? Que Cyrano de Bergerac, il était né en Gascogne. Et tout le monde croit aujourd'hui, le pauvre Rostand, il nous a fait une pièce merveilleuse, quand on regarde chaque fois qu'elle passe. Bon. Mais
il se trouve que Cyrano de Bergerac, c'était un fief de la vallée de Chevreuse, de la famille. Il n'a jamais mis les pieds en Gascogne, il était parisien, il est né à Paris. Et que c'est Grimaret qui invente... c'est là qu'on voit sa méconnaissance, le fait qu'il était indifférent, comme on l'était en tant qu'auteur de vie, à toute enquête. Cyrano de Bergerac, il est né à Bergerac, il était donc Gascon. Et voilà. Et donc, du coup, et Gassendi, on s'aperçoit quand on commence à fouiller un peu que Gassendi, il a été le précepteur d'un des copains de Molière, mais on sait, qui s'appelle Chapelle, mais on ne sait pas quand Molière est devenu ami avec Chapelle. Il avait quelques années de moins que lui, et on s'aperçoit en fait que Chapelle est devenu l'élève de Gassendi à la fin des années 40, alors que Molière était déjà parti en province, etc. Donc Molière n'a pas pu être l'élève lui-même de Gassendi, et donc, alors qu'il ait eu des idées épicuriennes, ça c'est évident. Molière était, si ce n'est athée, ce que je crois, mais je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas qu'il avait des idées épicuriennes, ça on le sait, puisqu'on a 4 témoignages contemporains, donc témoignages, c'est une tautologie, 4 témoignages qui nous indiquent que Molière avait traduit le De Natura Rerum de Lucrèce. Alors, un type qui traduit la totalité de Natura... Alors, il n'avait pas peut-être tout traduit, mais il l'a... Comment dirais-je, quand je dis pas tout traduit, c'est pas une traduction nécessairement originale. Il avait pris des éléments de traduction, mais il en avait fait un texte en prosimètre, alternance de prose et de vers, et on le sait parce que Chapelain, encore lui, en témoigne. Le traducteur principal dans les années 60, j'ai oublié son nom, un célèbre traducteur des années 60, peu importe, pour ce soir, c'est pas très grave si je trouve pas le nom, qui a fait successivement 3 éditions de la traduction du De Natura Rerum. Marolles, l'abbé de Marolles, raconte que un bel esprit est en train de faire une traduction dont on l'a lu, etc. Puis ce bel esprit, dans la 2e édition, un célèbre comédien, et enfin, 3e édition, Molière, etc. Donc, et puis, il y a surtout un manuscrit qui est conservé à la montagne Sainte-Geneviève, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, d'un certain Rosto, qui était un ami de Scarron, un triptyque très lancé dans les salons galants, enfin, etc., qui a fait un manuscrit sur les auteurs de son temps, et dans lequel il consacre une dizaine de lignes à Molière, et dans lequel il dit, cet auteur n'est pas seulement bouffon, il raconte qu'il a écrit 4 pièces de théâtre, etc., mais cet auteur n'est pas seulement un auteur bouffon, il a traduit le De Natura Rerum de Lucrèce en vers et en prose mêlée, et on attend avec impatience qu'il soit imprimé. Donc, et c'est 1662, vous voyez, c'est un témoignage absolument contemporain. Donc, voilà, on sait que Molière... Mais de là à dire, il a été l'élève de Gassendi parce que c'était commode de dire qu'il y avait un réseau Molière, avec Gassendi, Cyrano, Molière, parce que Molière, on sait qu'il a adapté 2 passages importants du Pédant joué dans le Faubourg de Scapin, la fameuse galère, etc. C'est commode, mais ça repose sur rien. En revanche, j'ai réussi à reconstituer que Molière avait pris la place de Cyrano dans le petit milieu qui était le fils de la Motte-Levaillé, l'abbé Lamotte-Levaillé. Il y avait tout un groupe, là, un réseau de Prades, etc., de gens qui avaient gravité autour de Cyrano au début des années 50, pendant que Molière était en province. Cela dit, il était en province 11 mois et demi par an. Pendant les 3 semaines du relâche de Pâques, où tous les comédiens se retrouvaient à Paris pour le grand marché des comédiens, où l'on reconstituait les troupes, voilà, le mercato des comédiens, eh bien, il est évident que très souvent, Molière devait y être aussi, et c'était le moment où il allait voir la famille, et tout, puisque il était interdit de jouer du théâtre en France pendant à partir de la mi-carême. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pu connaître ça, mais on s'aperçoit en fait qu'il gravite dans ce milieu, mais quand Cyrano meurt en 54, eh bien, Molière revient en 58, et il a les mêmes amis ensuite, voilà, Chapelle, etc., etc. Donc, il a pu connaître, il a pu le fréquenter, mais ça, par contre, je sais pas. Voilà. Et tu disais tout à l'heure, et c'est un point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, tu parlais du Don Juan et de la question de la scénographie, ce qu'on appellerait nous maintenant la scénographie, c'est-à-dire les châssis, les toiles peintes. Et ça, c'est un point important, je pense, peut-être le mettre en valeur ici, pour montrer comment, au fond, dans ton travail, puisque, au fond, je cherche aussi à comprendre ton geste, tu es si attentif à la vie matérielle, je dirais, ce que font les auteurs
à partir de données, de contraintes, de réalités tangibles. Et comment est-ce que ça les... au fond, ça dirige aussi un peu leur travail de créateur. Et sur le Don Juan, c'est particulièrement... Alors, il se trouve que ça c'est... J'ai élaboré ça d'abord dans la notice de la Pléiade sur le festin de Pierre, et en collaboration étroite avec Claude Bourqui, parce que pour toutes les notices de la Pléiade, j'en ai rédigé la plus grande partie, parce qu'après, par le temps, il a fallu demander à des collègues, Bénédicte Louva, Gabriel Conezade, j'ai simplement supervisé celles qu'ils avaient fait eux. En revanche, avec Claude Bourqui, Claude Bourqui préparait des dossiers avec des idées, etc., etc., et donc, le résultat, c'est une symbiose où je ne sais plus quelles sont les idées qui viennent de lui, quelles sont celles qui viennent de moi, et donc je tiens à lui rendre hommage. Là, il y a une grande partie, d'ailleurs, je le dis dans l'avertissement, il y a une grande, dans l'avertissement, dans les remerciements que l'éditeur a voulu placer à l'extrême fin, alors que je les avais placés au début. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le festin de Pierre ? Il se trouve que le festin de Pierre, grâce à un témoignage d'époque, qui avait toujours été négligé jusqu'à ce que, assez récemment, on le redécouvre, qui est le journal d'un ambassadeur de Prusse à Paris, qui s'appelait von Blumenthal. Et grâce à ce journal, rédigé en allemand, mais quand il va au théâtre, il donne les titres des pièces de théâtre. Donc on apprend des choses très intéressantes. Par exemple, que les quelques fois où les comédiens espagnols ont représenté, ils l'ont fait avec des titres en espagnol et jouant en espagnol. Ce qui fait que ça a été un échec total. Que les Italiens, on le sait, ont adapté leurs pratiques. Ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui la commedia dell'arte, alors qu'à l'origine, commedia dell'arte, ça signifie simplement comédien professionnel. Ils ont adapté leurs pratiques à des publics qui ne comprenaient pas la langue italienne, mais quand même, le public cultivé, latiniste et tout, percevait quand même des éléments d'italien plus facilement apparemment que l'espagnol. Mais et en revanche, on apprend ainsi que toutes les pièces des Italiens étaient affichées en français. C'est d'ailleurs à cause des Italiens que le contresens qui est convitato di Pietra, l'invité de Pierre, le convié de Pierre, est devenu le festin de Pierre. Parce que c'est une erreur de traduction, parce que convitato, ça peut vouloir dire, dans le français, quand on regarde le lexique jusqu'au milieu des années 50 du XVIIe siècle, on s'aperçoit que ça peut vouloir dire à la fois invité et banquet. Et du coup, leurs traducteurs ou eux, ils ont mis à l'affiche, non pas l'invité de Pierre, mais le festin de Pierre. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, les deux premiers auteurs français qui ont adapté le sujet, Dorimon et Villiers, qui a plagié Dorimon, ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire le festin de Pierre ? Du coup, ils ont appelé le commandeur Pierre. Et donc, du coup, ça devient effectivement Bon, ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pourquoi Dorimon et Villiers, en 59 et 60, adaptent-ils une pièce italienne qui s'appelle Il Convitato di Pietro, d'un célèbre auteur italien qui s'appelait Cicconini, à l'époque, qui est le premier à avoir dramatisé, adapté en Italie dès les années 20, à la fin des années 20, le Burlador de Séville de Tirso de Malina. Et en fait, on s'aperçoit que s'ils ont adapté en français cette pièce-là, c'est parce qu'on a des témoignages que dès 58, la troupe de comédiens italiens installés à Paris, puisque vous savez qu'il y a une troupe de comédiens installés à Paris à demeure depuis les années 38-39, qui sont repartis en Italie pendant la Fronde, parce qu'il ne fallait pas bon être italien à Paris pendant la Fronde, puisque on en voulait à Mazarin et à tous les Italiens, donc ils sont évidemment repartis en Italie pendant un certain temps, mais ils reviennent au milieu des années 50. Ils étaient avant au Palais Royal, la salle étant de plus en plus en mauvais état, on leur donne le Petit Bourbon. Et ils représentent en fait chaque année, ou quasiment chaque année, au moment du carnaval, le festin de Pierre. C'est un de leurs clous du carnaval. Et il se trouve que lorsque Molière, en 1664, se trouve interdit de Tartuffe, on crée la pièce d'un inconnu, le 26 juin 1664, qui va être célèbre bientôt, qui s'appelle Racine, la Thébaïde. Mais on est en juin, c'est la première pièce d'un jeune homme qui s'est un peu fait connaître dans les milieux galants et à la cour par quelques poésies encomiastiques dédiées au roi, mais à part ça, c'est tout. Donc ce type-là, on ne sait pas ce qu'il vaut en tragédie. Donc déjà, vous savez ce que vaut le nom dans la réception d'une œuvre.
Et puis, on est le 26 juin, et c'est-à-dire la période des pièces sérieuses est passée, parce que la période des pièces sérieuses, c'est novembre jusqu'au relâche de Pâques. Et après, on ne crée jamais de tragédie ou même de pièces sérieuses durant l'été. Et là, il y avait le trou à boucher. La pièce de Racine était annoncée à l'Hôtel de Bourgogne, mais après 4 autres pièces, c'est-à-dire pas avant décembre ou janvier 65. Et du coup, Racine, qui était un jeune homme pressé, ce qui est normal, de se faire connaître, la troupe la troupe du Palais Royal à ce moment-là avait un trou à cause de ce Tartuffe qu'ils espéraient créer en juin. Eh bien, ils créent. Bon. Mais malgré la pièce, elle a un demi-succès. On reprend La Princesse des Lides, qui a été le temps fort des fêtes des plaisirs de l'île enchantée du mois de mai à Versailles. Mais la pièce, elle a du succès, mais elle coûte très cher. Parce qu'il y a des musiciens, des danseurs, etc. Et donc, les comédiens, ils sont là devant... apparemment, le Tartuffe, Molière sait qu'un jour, il pourra le représenter. Il entreprend de l'augmenter, de le faire passer de 3 actes à 5 actes. Il commence à écrire l'acte 5, puis après, il rajoutera au dernier moment l'acte 2. Mais il sait que, du coup, il faut qu'il trouve quelque chose et qui lui suggère quoi. Il y a une chose que quelqu'un lui suggère, c'est que, est-ce que tu as observé, ou avez-vous observé, mes amis, je ne sais pas qui parle, mais quelqu'un parle et dit, nos amis italiens sont rentrés en Italie. Ils ne seront pas là pendant le carnaval. On a une opportunité de faire une pièce qui va avoir du succès, à coup sûr, en prenant un festin de pierre. Et donc l'idée vient du festin de pierre, mais qui a l'idée ensuite de dire, mais il faut que ce soit une pièce à grand spectacle avec des machines. Mais le problème des machines au Palais Royal, c'est que, comme le dit les témoignages, et notamment le registre, ce qu'on va appeler à tort le registre de Lagrange, c'est qu'il raconte, parce qu'il y a quelques endroits où il fait un récit, je pense que Lagrange, quand il a entrepris son registre, il avait l'intention d'écrire une histoire de la troupe. C'est pour ça qu'il a tout repris pour pouvoir développer ensuite, et par moments, il met des choses, il raconte des choses. Et donc, il explique que quand la troupe s'est installée, que le Petit Bourbon a été démoli en octobre 60, que la troupe s'est installée en 60, on leur a donné le Palais Royal, mais le Palais Royal, il était en très mauvais état, parce qu'il n'avait plus été utilisé depuis la mort de Richelieu. Enfin, si, quelquefois, pour des grands spectacles, Andromède avait été créé au Palais Royal, mais la salle était en mauvais état, le plafond était détruit, puisque du coup, ils vont mettre une grande toile bleue tendue par des cordages jusqu'en 1672, 1671, et surtout, les poutres du théâtre, et quand on sait ce que c'est que le théâtre du XVIIe siècle, c'est-à-dire au-dessus de la scène, ce qu'on appelle le grill et tout le reste, étaient pourris. Donc ils ne pouvaient absolument pas mettre en place des machines puissantes pour faire monter et descendre les décors dont ils avaient besoin, que selon les principes qu'avait inventé Torelli, et ensuite... voilà. Et il se trouve que, heureusement, Torelli avait apporté en France un système qui était celui du système des coulisses avec un treuil central. Il avait inventé ça en voyant à Venise comment les canons de l'arsenal, les canons de l'arsenal étaient reliés par des cordages entre eux, et lorsque vous tiriez un coup du canon de droite, le recul faisait avancer le canon de gauche. Donc le même cordage enroulé autour d'une poulie, en fait, etc., permettait, et il a inventé la même chose pour les décors de théâtre, ce qui fait que en faisant tourner une poulie, on faisait sortir les décors de la scène de l'acte précédent et rentrer en même temps devant les autres décors. Mais on pouvait faire uniquement coulisser, puisqu'on ne pouvait pas se servir de ça. On ne pouvait pas suspendre. Voilà. Et donc, en fait, quand on voit la commande passée par Molière, et heureusement, grâce aux archives, on a le contrat passé avec des peintres pour réaliser ces décors, on s'aperçoit qu'il y a donc 6 décors différents, acte 1, acte 2, 2 décors pour l'acte 3, puisqu'il va y avoir un changement de décor à vue. On voit la forêt avec, en perspective, une chapelle ou un tombeau, etc. Et puis après, on entre dans le tombeau, donc changement de décor à vue, qui coulisse, puis un 5e décor pour l'acte 4 et un 6e décor pour l'acte 5. Et donc ça, c'est commandé, etc. Et on s'aperçoit qu'en tout, ça fait une 60aine de châssis, parce qu'il y a 15 châssis par décor. Et que dans un théâtre où il n'y a pas de possibilité d'enlever les décors en l'air grâce aux machines, etc.,
eh bien, les décors, ils doivent rester en place. Et qu'est-ce qui se passe à Pâques 1665 Le festin de pierre est créé donc à la mi-février, parce qu'il a fallu du temps pour réaliser les décors. Et du coup, il va jusqu'à Pâques. Et après, tout le monde a écrit « Ah, la pièce a été étouffée ». Mais non, elle n'a pas été étouffée. D'abord, quand on regarde le destin d'Amphitryon, 2 ans plus tard, que Molière écrit, pièce à grand spectacle, que Molière écrit pour pallier une nouvelle interdiction de Tartuffe, appelée l'imposteur, etc., créée en fin janvier 1668, qui va jusqu'au relâche de Pâques, et qui n'est pas repris après. Il est repris fin juin, etc. Mais Molière ne pourra jamais reprendre fin juin le festin de pierre, parce que les Italiens sont revenus. Et comme les Italiens sont là, on ne peut pas laisser en permanence, puisqu'on alterne d'un jour l'autre avec les Italiens, on ne peut pas laisser tous ces décors, il faut les mettre dans les magasins. D'ailleurs, ils vont servir pour 2 décors de Psyché en 1671. Le décor du tombeau, enfin bon, du palais de Psyché, c'est celui du palais du premier acte du festin de pierre, mais ça c'est autre chose. Et donc voilà, alors ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est propre à la génétique, c'est que quand on s'aperçoit que Molière passe des contrats pour des décors, un par acte, un décor de premier acte de palais, un décor de deuxième acte de scène maritimo-champêtre, 3e acte forêt avec tombeau, 4e acte chambre de Don Juan, 5e acte rue vers le tombeau de Don Juan. Et qu'on se dit, c'est bizarre ça, dans toutes les autres pièces qui précèdent Molière, de Cicconini, les autres Italiens qui l'ont adapté, les 2 Français, et même chez Tirso de Molina, on s'aperçoit que ça va très vite à la fin, la rencontre du commandeur dans son tombeau, l'invitation à souper, etc., etc. Pourquoi l'invitation à souper, qui chez tous les prédécesseurs de Molière dure une scène, dure-t-elle un acte entier? Enfin, pourquoi Don Juan est-il pendant un acte entier chez lui? Et du coup, quand on réfléchit à ça, on se dit, mais en fait, il avait besoin que d'une scène. Mais il était tenu par son décor, puisque ce qui était prévu, c'était qu'il y ait un décor par acte. Donc, il fallait absolument... Donc, quand il a conçu sa pièce, le plan de sa pièce, et pour passer commande, il a réfléchi à quels sont les éléments clés de la légende de Don Juan. Les éléments clés, c'est le palais du commandeur au début. Bon, du coup, comme son Don Juan n'est plus un meurtrier, il a été obligé d'évacuer le meurtre du commandeur auparavant, mais il a quand même son palais, qui devient une sorte de palais du Luxembourg, où on se promène en beaux atours, etc., etc., d'où le fait qu'il est choqué de voir arriver Elvire en habit de campagne, etc. Bon, donc il a... Et premier acte, il a ça, et puis revenons au 4e acte. Pourquoi il a besoin de faire tenir Don Juan dans ce 4e acte? Monsieur Dimanche, bon, c'est formidable comme scène. Un grand seigneur avec son financier, c'est comme dans Les Fâcheux, etc. On retrouve le Molière qui est capable de jouer au naturel avec les comportements de ses contemporains. Mais qu'est-ce que ça vient foutre avec Don Juan? Excusez-moi, qu'est-ce que ça vient faire avec Don Juan? Eh bien, on comprend en fait que Molière, il était coincé par son décor. Il savait qu'il fallait impérativement que le commandeur vienne répondre de l'invitation à souper, donc qu'il devait venir chez Don Juan. Chez les prédécesseurs de Don Juan, en général, c'est dans une auberge, etc., mais peu importe, de venir chez Don Juan. Et donc, il faut une scène avec Don Juan, chez lui, avec le commandeur. Mais ça occupe quoi? Ça occupe une scène. Et il était coincé par son décor qu'il fallait faire tenir un acte. Et donc, il invente une comédie. La comédie, de Don Juan avec son financier, qu'est-ce qu'il fait? En fait, du remplissage. Mais quand on s'appelle Molière, le remplissage, c'est génial. Mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses, il fait du remplissage avec son financier, parce qu'il fait du Molière, il fait ce qu'on attend de Molière, il fait du Molière avec le financier. Ensuite, c'est évidemment la transformation d'Elvire, qui était une héroïde quasiment racinienne au premier acte, qui devient une Madeleine pénitente au 2e acte, qui vise à faire... Puis c'est le père, c'est Don Louis qu'il faut bien caser quelque part, parce que dans toutes les autres pièces, ça tombe bien, on lui fait faire une scène de reproche. Et puis ensuite, comme il faut quand même aller jusqu'au bout de l'acte, qu'il faut lui donner un équilibre, eh bien on va chercher une scène de Lazzi très classique, où Sganarelle, ou Don Juan dit à Sganarelle, assis-toi, etc. Il mange, et puis la fameuse scène dans laquelle, chaque fois on lui met un plat devant, il est interpellé, il lève la tête, on lui enlève le plat, et chaque fois qu'il se penche, le plat n'est plus là, et donc une scène de Lazzi, et enfin, on entend les pas du commandeur qui frappe, etc., etc. Et voilà, et on s'aperçoit que du coup, quand on réfléchit en termes donc concrets de scénographie, de contraintes matérielles,
que Molière, quelquefois, il a créé des trucs géniaux à partir de contraintes, et qui, pour lui, ne devait pas être génial, parce que je pense que s'il a aussi volontiers renoncé à Don Juan, il n'a même pas fait publier, même si il avait autorisé un libraire à prendre un privilège pour le festin de Pierre, donc, parce que le titre de Don Juan, il n'est pas de Molière, il est postérieur à sa mort. Je pense qu'il a laissé tomber la pièce parce que pour lui, c'était un bouche-trou, une œuvre de circonstance, qu'il avait fait de briques et de broc en faisant du Molière, mais qui avait très bien marché évidemment. Mais bon, elle était un peu sulfureuse quand même s'il fait condamner son bon Juan à la fin. Et donc du coup, voilà. On va prendre le temps de discuter, mais en fait, j'aimerais bien te poser une question, puisqu'on est ici à la Théâtrothèque Gaston Batti. Tu sais que la tradition de notre maison, qu'est l'Institut d'études théâtrales, c'est de penser aussi les lois du plateau, comme tu viens de si précisément nous les rappeler, les lois du plateau et la vérité des représentations. Et je me souviens que quand en 2001 ta Pléiade sur Racine était sortie en 99, et 2 ans après, Daniel Jeannetot, qui n'était pas encore le directeur du théâtre de Gennevilliers, mais qui commençait à faire de la mise en scène, avait fait une Iphigénie. Et il disait partout dans la presse que s'il n'avait pas lu ta Pléiade, il n'aurait pas pu faire cette Iphigénie-là. Et que, donc il avait saisi un certain nombre d'éléments, alors peut-être à tort ou à raison, ça c'est une autre question, non, mais tu avais produit quelque chose et lui s'en était emparé en tant qu'homme du plateau. Et donc je me disais peut-être parce qu'il y a encore des milliards de questions là, mais les vôtres sont sans doute plus intéressantes, qu'est-ce que, en ayant fait ce travail, si tu parlais à des comédiens assemblés qui doivent monter le festin de Pierre par exemple, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'ils sachent, tu vois, en termes de savoir, de tout ce que tu donnes, et c'est tellement... Qu'est-ce que tu penses que des comédiens d'aujourd'hui, des créateurs, des créatrices d'aujourd'hui... C'est exactement ce que je pense qu'il faudrait qu'ils sachent. Ça correspond exactement à ce que j'ai écrit dans mon avant-propos jadis de mon essai de génétique théâtrale, qui est que ma conception de la génétique, c'est donner à voir la manière dont, me semble-t-il, sachant comment les règles classiques, les contraintes théâtrales de l'époque, etc., comment, me semble-t-il, un auteur de théâtre de cette époque-là construisait sa pièce. Et moi, à partir de là, je dis, vous pouvez interpréter maintenant comme vous voulez. Moi, je me tiens... C'est une interprétation, c'est des hypothèses, donc un peu interprétatives. Mais moi, je tâche de me tenir en deçà de l'interprétation pour permettre aux gens d'interpréter sans faire de contresens. Moi, ce que je leur demande, c'est de ne pas faire de contresens. Voilà, c'est tout. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, voilà, je veux que vous sachiez que quand il a fabriqué Don Juan, c'est très probablement dans ces conditions-là, et que les fameuses discussions... de Don Juan et de Sganarelle lorsqu'ils sont dans la forêt et qu'ils discutent de la religion et de la médecine, c'est du remplissage. Parce qu'en fait, il faut attendre pendant tout l'acte entier qu'ils tombent sur le tombeau du commandeur et qu'ils rencontrent la statue. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette forêt-là où ils sont perdus? Il se trouve que chez les prédécesseurs de Molière, il y avait, chez Dorimon, c'est Dorimon qui a l'idée de mettre le tombeau non pas dans la ville, mais à l'orée d'un bois. Et donc, il y a aussi une scène de forêt dans laquelle il y a un pèlerin, il y a Don Juan en fuite qui rencontre un pèlerin et qui échange contre lui son habit. Et c'est là qu'on retrouve la scène du pauvre. Là, il n'échange pas contre argent, il n'essaie pas d'échanger contre argent, ce que refuse d'ailleurs le pèlerin son habit. Du coup, il est obligé de le menacer. Et dans une version, celle de Villiers, il le tue même, le pèlerin. Et on voit comment il récupère en fait ce qui va devenir la fameuse scène du pauvre, comment il récupère un échange d'habits en échange de blasphème contre argent. Et parce que il avait donc, à partir du moment où il situe le tombeau dans la forêt, qui est cohérent avec l'acte 2 où c'est une scène champêtre, maritime, et dans tous les Don Juan, enfin tous les festins de Pierre, c'est suivi par une scène de forêt, donc ça l'arrange que Villiers et Dorimon, enfin Dorimon et Villiers aient placé ça à l'orée du bois, parce que du coup il place la scène dans la forêt. Mais à partir du moment où il a la forêt, il est tenu par cette forêt pendant tout l'acte 3. Et donc qu'est-ce qu'il fiche dans cette forêt, Don Juan Sganarelle? Il fuit les poursuivants, d'accord, mais il parle. Et c'est les fameuses merveilleux dialogues entre
Non, voilà, moi c'est ça que je veux savoir. Je veux expliquer que ce que j'essaie de dire, c'est voilà, sachez ça. Si vous voulez après prêter des pensées profondes à Molière, vous pouvez, mais si ça marche, tant mieux. Mais sachez, voilà, connaissez les limites. Et comment vous interprétez alors le monologue, le début de Sganarelle sur le tabac? Est-ce que vous l'interprétez aussi comme une nécessité d'attendre que le bruit cesse? Je pense. Vous pensez ça? C'est-à-dire qu'en fait, le tabac était à la mode. Oui, c'est ça. L'un des amis du milieu de Molière, De Prade, qui faisait partie de l'ancien milieu de Serlotte Bergerac, etc., publie en 68 un éloge du tabac. Donc le tabac était à la mode, mais c'est pas évidemment pour ça. Il était tellement à la mode que l'un des plus célèbres ballets de cour du XVIIe siècle s'appelle le ballet des donneurs de tabac. Des donneurs de tabac, j'insiste bien. Il a été représenté à la cour du duc de Savoie. Alors vous allez me dire, mais non seulement il a été représenté, mais il a fait l'objet d'un livret absolument magnifique, en couleur, etc., imprimé en couleur, diffusé partout, parce que le duc de Savoie, il était tellement jaloux de son cousin Louis XIV, il voulait tellement savoir ce qui se passait à la cour et essayer d'imiter ce que faisait Louis XIV, etc., que, évidemment, donc, et que celui qui a fait qui a écrit un livre à la fin du siècle, dans les années 90, sur le ballet de cour, je ne sais plus comment il s'appelle. Feuillet, les chorégraphies de Feuillet? Non, c'est pas les chorégraphies, c'est un livre sur les spectacles et les ballets de cour. Bon, ça nous reviendra, mais c'est peu important. Il cite ce ballet comme ayant marqué les esprits. Et ce ballet est donc un ballet des distributeurs de tabac. Il y a toutes sortes d'entrées où ils s'échangent, etc., etc. Et mon interprétation, c'est que Molière, ouvrant sa pièce par un grand spectacle, qui est un grand spectacle à machine, évidemment a fait une sorte a voulu l'ouvrir de la même manière que avait été ouvert ce grand spectacle. Alors évidemment, en plus, il y a un clin d'œil matérialiste, puisque qu'est-ce que dit Sganarelle? Il dit que la civilité vient d'un objet matériel, et donc qui est le tabac, et donc et les vertus peuvent naître non pas de la religion, mais de simples échanges de civilité grâce au tabac. Donc il y a une dimension comme ça. Mais je pense qu'à l'origine, c'est un jeu de spectacle, d'ouverture, lié à ce choc qu'a été ce grand ballet de cour une dizaine d'années plus tôt, qui a été diffusé dans toute l'Europe et qui a rendu cette sorte d'image du fait d'échanger le tabac, etc. Mais bon, c'est une hypothèse. Voilà. J'ai une petite question. Dans quelle mesure la comédie française participe à la construction du mythe Molière, peut-être en détournant des choses de la réalité de Molière? Alors, dans quelle mesure, là, je répète la question pour l'enregistreur. Dans quelle mesure la comédie française participe à la fabrication du mythe, ou à la construction, ou à la permanence du mythe de Molière? Eh bien, d'abord parce qu'elle se présente comme la maison de Molière. Et que quand on regarde la liste qui est gravée dans je ne sais plus quel hall, sur le côté, là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a Molière en tête, alors que Molière est mort en 1673, et que la comédie française a été fondée par fusion de débris de sa troupe qui avait fusionné avec les débris du Marais en 73, avec l'hôtel de Bourgogne, en 80. Et donc, ils en ont fait le père tutélaire. Alors ça s'explique, s'ils en ont fait le père tutélaire tout de suite de leur nouvelle troupe, c'est que, en fait, la troupe de Molière, après la mort de Molière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est décimée. 4 acteurs sont transférés, répondre aux offres de l'hôtel de Bourgogne. Le jeune baron, le couple Beauval, elle avait la fameuse Madame Beauval, qui est celle pour laquelle Molière a écrit le rôle de Zerbinette, parce que son rire était si célèbre. Donc il y avait la Beauval, baron, et la Torillière, qui est partie en emportant le malade imaginaire, et donc ils ont tremblé pendant des mois sur le fait que l'hôtel de Bourgogne ne reprendrait pas le malade imaginaire, parce que la Torillière, une semaine après la mort de Molière, c'est lui qui avait repris le rôle d'Argan. Bref, donc il pense que la troupe est foutue. D'ailleurs, Lagrange écrit dans son registre, quand il raconte la mort de Molière, il dit la troupe se trouva rompue après le passage. C'est la raison pour laquelle Lully, qui réclamait depuis 2 ans à Colbert et à Louis XIV un bâtiment royal pour pouvoir
instaurer son opéra et pour pas payer le gros loyer du jeu de pommes du Becquet à côté du Luxembourg, etc., eh bien, Colbert, il dit, mais il n'y a plus de troupes là au Palais Royal, et donc il donne le théâtre à Lully. Et quand Lagrange et Armand de Béjart et quelques autres essaient de reconstituer la troupe et que vont voir Colbert, et Colbert a l'idée de supprimer, de fermer le Marais et de recréer une nouvelle troupe du roi autour des débris de la troupe de Molière, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont plus de théâtre. Il se trouve que le premier opéra rue de la rue Guénégaud, qui avait été fermé sur ordre, évidemment, pour permettre à Lully d'avoir le champ libre, était vacant. Ils le louent très cher. Ils doivent racheter les décors à Sourdéac qu'ils avaient. Enfin bref. Et qu'est-ce qu'ils ont comme répertoire ? Ils ont un répertoire des pièces à machine. C'est comme ça qu'ils créent l'Inconnu de Thomas Corneille, Circé de Thomas Corneille, les grandes pièces, et du Molière. Et puis voilà qu'en 80, cette troupe spécialisée dans Molière et les spectacles à machine fusionne avec l'Hôtel de Bourgogne. Et du coup, ils apportent leur répertoire avec l'Hôtel de Bourgogne qui, lui, a le Racine, etc., et le Corneille, plus de préférence, alors que les autres, c'est plutôt un théâtre de comédie et de grand spectacle. Et voilà comment... donc Molière rentre à la Comédie Française avec cette fusion. En fait, plus exactement, c'est la troupe de l'Hôtel de Bourgogne qui quitte l'Hôtel de Bourgogne, qui vient à Guénégaud, et les Italiens récupérant l'Hôtel de Bourgogne. Et c'est comme ça qu'en fait, Molière est devenu l'élément clé du répertoire. Il est resté l'élément clé du répertoire. Et quand on regarde, vous savez qu'on a créé un site avec des camarades de Harvard, de Paris, Nanterre, etc., qui s'appelle Registre de la Comédie Française, et surtout de la bibliothèque musée autour d'Agathe Sanjuan de la Comédie Française. On a créé un site Registre de la Comédie Française où on a tous les registres qui sont en ligne et on peut faire toutes sortes de recherches, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'auteur le plus représenté au XVIIIe siècle, c'est Molière. Ah, il est dépassé pendant un certain temps par Voltaire. Oui. Mais... pendant quelques 2-3 décennies, il est un peu dépassé par moments par Voltaire, mais sinon, il est toujours là, parce que, voilà, il est devenu Alors, après, évidemment, qu'est-ce qu'a fait la Comédie Française ? C'est qu'elle a récupéré, dans son imaginaire, tout ce qu'avait écrit Grimaret. Et Voltaire, parce que Voltaire a été l'auteur d'une vie de Molière, dans laquelle il dit « Oh, je m'éloigne de toutes les horreurs de Grimaret !» Mais en fait, il reprend exactement tout ce qu'a écrit Grimaret, sauf les anecdotes. Parce que Grimaret, ce que j'ai obligé d'expliquer tout à l'heure en commençant, ce qui a fait le succès de la vie de Grimaret, c'est qu'il prétend donc restituer l'intime de Molière, mais aussi il est l'homme à partir duquel les vies sont transformées. C'est-à-dire qu'on est à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, à un moment donné où l'histoire recherche le petit fait vrai. L'écriture de l'histoire recherche le petit fait vrai. Et ce qui fait que raconter une vie, c'est plus seulement raconter les exploits intellectuels ou guerriers, etc. de quelqu'un, c'est raconter son intime, et là on va chercher dans les pièces de Molière comment inventer de l'intime, et aussi... on truffe ça de petits faits vrais. Mais c'est quoi les petits faits vrais quand on est Grimaret qui ne sait rien sur la vie de Molière ? Eh bien, on invente des anecdotes. L'anecdote du grand-père qui emmenait Molière tout petit à l'Hôtel de Bourgogne, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tout se met en place. Et Grimaret s'est truffé d'anecdotes. Des anecdotes absolument... pour prendre un exemple sur le théâtre, il raconte qu'un jour, Molière, représentant une pièce, le dit, tournant autour de Sanche Pansa, je pense que c'est le gouvernement de Sanche Pansa de Guérin-Bouscal, il raconte qu'il devait entrer, il jouait le rôle de Sancho, il devait rentrer sur la scène, juché sur un âne, et l'âne ne voulait pas rentrer, et il y avait la servante La Forêt qui essayait de l'autre côté du truc. Quand on réfléchit, aucun comédien, même le plus bête, n'aurait l'idée d'utiliser un âne vivant dans un théâtre. L'âne, c'est l'animal le plus intelligent qui soit. Donc, c'est le plus rétif qui soit. Un cheval, oui, on peut. Parce qu'il est bête et il a peur, on peut à la rigueur. Mais un âne, jamais aucun comédien n'utilisera un âne vivant, parce qu'il sait qu'il ne va jamais réussir à faire son entrée. Donc, et dans ce cas-là, on a des ânes fictifs, etc. Et donc, on imagine Molière, le pauvre, essayant de rentrer, n'y arriver, et la servante La Forêt qui n'apparaît que dans l'inventaire après décès de Molière,
qui est, elle, tout le temps dans la maison de Molière et d'Armande, rue de Richelieu. On la retrouve là au théâtre, alors qu'il y a des gagistes qui sont là justement pour pousser l'âne ou pour le tirer. Et voilà comment tout ça se fabrique. Et encore une fois, je répète, en l'absence d'intime, c'est Grimari qui dit des choses qui se sont passées. Et donc, il faut le croire. Et la Comédie Française a perpétué ce mythe. Ce double. Le fauteuil de Molière, ça nous installe aussi. À partir du moment où on en fait le père tutélaire de la Comédie Française, le fait d'avoir récupéré le fauteuil sur lequel il jouait le malade imaginaire, dans lequel, évidemment, sur lequel s'est greffé là aussi un mythe qui est celui qu'il était mort en scène. Bon, ça arrange tout le monde. Et la plupart des spectateurs qui vont à la Comédie Française, qui voient le fauteuil, sont persuadés que c'est le fauteuil sur lequel Molière est mort, alors qu'il est mort 3 heures plus tard. Mais et tout ça aussi, c'est intéressant de voir comment les choses se déforment, parce qu'il se trouve que on sait que Molière est mort sur le coup de 9h ou 10h du soir. J'ai oublié. Là, et s'il est mort à 9h ou 10h du soir, c'est parce qu'il jouait Argan. Mais on oublie qu'au XVIIe siècle, on jouait uniquement en matinée. Et que les pièces commençaient à 14h et c'était fini à 17h. Des fois, à 14h30, on essayait de pousser un peu pour avoir un peu plus de spectateurs, etc. Mais il fallait que ce soit fini avant la nuit, parce que personne n'allait se balader dans les rues de Paris la nuit. C'était un coupe-gorge. Donc, à moins d'être bien accompagné, solidement accompagné. Donc, du coup, vous voyez comment se fabrique l'idée que Molière est mort en scène, il est mort le soir, etc. Et le soir de la 4e représentation du malade imaginaire, donc il est mort en scène. Alors que non, il est mort, oui. On est dans les légendes. Comment a pu s'établir cette légende qui dépossède Molière de la propriété de ses œuvres? Ça, c'est un serpent de mer. Oui, Comment elle a pu se construire? Elle a pu se construire, elle ne s'est pas construite. On a une date très précise de l'invention de cette légende. C'est Pierre Louis, en 1919, dans Comédia, une revue qui explique que Corneille est l'auteur de l'Amphitryon, un truc comme ça. Et en fait, si ça vous intéresse, sachez que j'ai créé un site il y a 8 ou 9 ans qui s'appelle Molière, auteur des œuvres de Molière. Vous tapez sur Google, vous le trouverez. Où j'ai consacré des milliers d'heures, des centaines d'heures de travail pour répondre point par point, etc., à tous les arguments. Parce qu'en fait, quand on s'aperçoit comment c'est fabriqué, ce qui n'est pas une légende, qui est une invention, qui aujourd'hui devient une légende, bien sûr, on s'aperçoit qu'elle est fabriquée selon la rhétorique du raisonnement complotiste. On prend un élément bizarre, un élément qu'on ne peut pas expliquer, on en fait une anomalie, puis on va la mettre derrière une autre, et puis ainsi de suite, etc. Et de même que pour Shakespeare. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé, ça a une date très précise. C'est été 1919, et comme par hasard, comme disent les complotistes, c'est la grande mode de raisonnement des théoriciens du complot, enfin des raisonneurs complotistes, il se trouve que 6 mois plus tôt avait paru en France, et avait fait grand bruit, un ouvrage d'un très célèbre professeur au Collège de France, qui s'appelait Abel Lefranc, qui avait publié un ouvrage qui s'intitulait « Sous le masque de Shakespeare, William Derby, 8e comte de Derby ». À l'époque, c'était Derby qui était à la mode. Aujourd'hui, c'est Oxford, c'est le comte d'Oxford qui est passé, etc. Et il a eu un premier volume qui a fait scandale, suivi d'un deuxième volume où il démontrait par A plus B que c'était évidemment pas Shakespeare qui avait écrit ces pièces. Et comme par hasard, ce pauvre Louis, qui depuis, 15 ans n'écrivait plus rien, qui rêvait d'écrire un roman intitulé Psyché, dans lequel il raconterait son aventure, son amour avec Marie de Régnier, enfin bref, et qui était rongé par l'alcool. Il buvait 8 litres les témoins le racontent, 8 litres de vin par nuit, parce qu'il vivait la nuit, il dormait le jour, et en plus, il était cocaïnomane. Donc, il était son frère, qui était en vérité son père. Il faut voir aussi parce que Pierre-Louis, il avait un frère qui était son père, en vérité, et en plus, il était amoureux de Marie de Régnier, avec laquelle, qui a épousé l'écrivain, son copain, je ne sais plus lequel. Et quand Marie de Régnier a cessé d'avoir des relations avec lui, il a épousé la sœur cadette. Non, elle était la femme d'Henri de Régnier, c'était la fille de Hérédia. Hérédia avait deux sœurs, donc il a commencé avec Marie, et après... Donc vous voyez le type déjà... Et toute sa vie,
il a publié sous pseudonyme. Le plus célèbre coup de maître de l'histoire de la littérature, une des plus belles impostures de l'histoire de la littérature française, c'est les chansons de Bilitis, qui est un recueil de poèmes d'une poétesse grecque découverte par Pierre-Louis et traduite par Pierre-Louis, que tous les profs de la Sorbonne de grec ont dit c'est formidable, ouais, on la connaissait cette poétesse, et puis 2 ans plus tard, il a dit c'est une supercherie, elle n'a pas existé, c'est moi qui ai tout inventé. Et on comprend comment ce type qui était en mal de reconnaissance, il était oublié, il n'y avait plus que quelques fidèles qui venaient le voir, il était malade, etc. A vu comme ça dans le truc d'Abel Lefranc quelque chose. Alors il se posait des questions. Il avait, on le sait, il avait une absolue vénération pour 3 écrivains, Corneille, Ronsard, Corneille et Hugo. Et rien n'était plus grand que Ronsard, que Corneille. Et tout d'un coup, il est tombé sur Amphitryon. Il a vu qu'Amphitryon, c'était écrit en vers alternés, en vers libres, si vous voulez, en vers irréguliers, donc alternance d'alexandrin, décasyllabes, octosyllabes, quelquefois même ici ou là un vers de 7 syllabes. Et comme par hasard, s'est-il dit, Corneille, 1 an et demi plus tôt, a écrit une pièce qui s'appelle Agésilas, qui est en vers alternés. Donc, Molière, qui est un histrion, un simple comédien, ne peut pas avoir écrit une pièce comme ça. Donc, ça ne peut être que Corneille. Ce qu'il a oublié, c'est que, je parle de ça dans ma biographie, c'est qu'en 1663, lorsque le système des gratifications pour les gens de lettres a été instauré, Corneille a été gratifié pour 2000 livres par an, le plus grand poète du monde. Molière, excellent auteur de théâtre, 1000 livres. Racine, débutant, je ne sais plus quelle est la formule, mais bon, il a eu 600 livres déjà, alors qu'il n'était pas encore l'auteur de théâtre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que Chaplin, qui était l'instigateur du système, qui avait conseillé à Colbert le système donc des gratifications, et qui avait lui-même rédigé des commentaires sur chacun des auteurs de l'époque, destinés à être gratifiés ou non, eh bien, Chaplin écrit dans une lettre à Colbert qu'il a demandé, évidemment, à tous les gratifiés et à ceux qui prétendent l'être, de remercier le roi. Et d'écrire des poèmes à la gloire du roi, qui en latin, qui en français, qui sont destinés à nourrir ce qu'il appelait notre amas, c'est-à-dire un grand recueil destiné à être une gigantesque publication à la gloire de Louis XIV. Et donc, qui a remercié 4 personnes? Racine, qui a écrit son deuxième, La renommée aux muses, le deuxième... Non, l'autre sur la convalescence du roi, c'est La renommée aux muses, qu'il écrit à ce moment-là, mais ça n'a pas le titre de remerciement. L'abbé Lamotte-Levoyer, le copain de Molière, le fils du grand philosophe Lamotte-Levoyer, il écrit un remerciement qui s'appelle Remerciement. Et les 2 autres personnes qui écrivent des remerciements intitulés Remerciements, c'est Corneille, qui tutoie son roi comme un prince des poètes qui tutoie le roi comme Ronsard, etc., et Molière. Et on s'aperçoit que le poème de Corneille, dans lequel il dit que il écrirait bien des vers de remerciement pour le roi et de jolies poésies, etc., mais qu'il n'est pas fait pour ça, lui il est fait pour écrire des vers de théâtre, et s'il doit écrire un éloge du roi, c'est dans le cadre d'un prologue, d'une grande pièce à grand spectacle, d'une grande pièce à machine, dont il espère bien que le roi lui passera commande, ce qu'il ne fera pas. Et Molière, le bon dernier de tous, 1 mois et demi plus tard ou 2 mois plus tard, publie à son tour son remerciement au roi. Celui de Corneille est en alexandrin, rythmé, 106 vers ou 102 vers, j'ai oublié. Molière publie son remerciement au roi, qui est 102 vers ou 106 vers, exactement le même nombre de vers que celui de Corneille, qui est en vers alternés, ce que Corneille ne pratiquait pas à ce moment-là, et qui surtout parodie le passage où Corneille, vous savez que dans le remerciement au roi, si vous l'avez jamais lu, lisez-le en rentrant ce soir, c'est un des textes les plus merveilleux de Molière, les plus inventifs, etc. Il dit « Ma muse, je suis en retard, je suis le dernier de tous les gratifiés », il ne dit pas ça comme ça, bien sûr, il faut aller remercier le roi. Et donc, pour y aller, il faut que vous vous habillez en marquis.
Et donc, il crée une petite comédie dans laquelle la muse travestie en marquis va aller au Louvre, va taper à la porte du roi, mais va essayer de se glisser dans l'antichambre, va réussir, etc. Bon, patati patata. Vous pourriez dire au roi que vous aimeriez écrire, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est la parodie, très exactement, de ce que pourrait dire la muse, c'est la parodie de ce que Corneille a écrit dans son propre remerciement. Et à la fin, il dit, quand vous serez enfin arrivé au premier rang, le roi passera devant vous comme une flèche, mais le sourire qu'il aura aux lèvres vous aura dit qu'il vous a compris sans que vous ayez besoin de faire ça. C'est un texte absolument éblouissant et merveilleux, écrit par Molière, et encore une fois, qui est une parodie de... Mais ça, Louis ne le savait pas parce qu'il en était resté à son truc. Et après, il a passé les dernières années de sa vie, les 2, 3 ans ou 4 ans qui lui restaient à vivre, donc je crois qu'il avait vécu jusqu'à 25, à remplir... Ces nuits, il les passait en fait à écrire des vers. Il écrivait un vers de Corneille, des vers de Corneille, et en face, il écrivait des vers de Molière, dans lesquels il y avait un mot, une sonorité qui ressemblait à Corneille, et il disait « j'ai les preuves, j'ai les preuves ». Et ça en est resté là, quoi. Et voilà. Et ensuite, il a dit « mais Corneille, de toute façon, c'est lui qui a quasiment tout écrit au XVIIe siècle. Le Francion de Sorel, l'histoire comique de Francion de Sorel, c'est Corneille. Alors le problème, c'est que Corneille, dévot, marguillier de sa paroisse, écrivant un texte aussi libertin que le Francion de Sorel, ça va pas. Donc il a dit, mais Corneille, il était à double face. Il était pillé d'un côté et en fait, il était libertin en cachette. Et c'est la raison pour laquelle il a écrit... Voilà comment c'est... Mais alors, vous voyez, c'est ce que j'insiste là-dessus, c'est pas une légende qui est... C'est une invention qui maintenant est devenu un serpent de mer, puisque ça arrange quelques présentateurs de télé qui ont des émissions qui s'appellent Mystère d'Histoire, ou etc., qui ont une émission, je parle de Franck Ferrand, qui a une émission de radio qui revient régulièrement sur tous les prétendus mystères, etc., donc il ressort quasiment... Et ces gens-là, c'est très intéressant, ne m'ont jamais interrogé. Jamais. Chaque fois, quand ils font venir des gens, c'est un type qui s'appelait Denis Boissier, qui a écrit 1000 pages dans lesquelles il accumule des preuves que c'est Corneille qui avait pris les pièces de Molière. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est pourquoi les jésuites n'ont-ils jamais dit à Louis XIV que Molière avait été leur élève, et pourquoi Louis XIV n'en a jamais fait état? Mais est-ce qu'on sait ce que les jésuites ont dit dans le secret de la confession à Corneille, à Louis XIV? Je veux dire, vous voyez, et ça c'est une litanie de preuves, etc., etc. Et le fait que Molière, quand est-ce que Molière, en fait, est passé sous la coupe de Corneille, c'est dès 1643, quand l'illustre théâtre des compagnons de Molière est allé pendant 15 jours ou 3 semaines à Rouen. Et donc, c'est là que Corneille, il a prévu que 15 ans plus tard, il ferait de Molière son nègre. Et donc... Et c'est à l'occasion de cette rencontre. Mais ni lui, ni ceux qui l'ont suivi de nos jours ne se sont rendus compte que toutes les troupes de comédiens au XVIIe siècle allaient, y compris le Théâtre du Marais et l'Hôtel de Bourgogne, allaient passer quelques semaines l'été à Rouen ou à d'autres périodes. Rouen, c'était le lieu la plaque tournante du théâtre à l'époque. Il y avait la trentaine de jeux de pommes qu'il y avait à Rouen, il y en avait 2 qui servaient en permanence, qui vont devenir, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, des théâtres définitifs, qui servaient en permanence à accueillir des pouces de théâtre. Donc le fait que Molière soit allé à Rouen pendant quelques semaines, pendant qu'on était en train de leur préparer leur premier théâtre, le jeu de pommes des métayers, qui était en train d'être transformé. Vous voyez, voilà comment... Il y a bien co-signature sur Psyché. Ah, mais oui, mais c'est dit. Oui, c'est Voilà, la seule fois où il y a eu une collaboration, mais attendez, co-signature, lisez ce que dit l'avis au lecteur, donc qui dit que Monsieur de Molière a conçu le dessin, etc., le détail des scènes, il a composé lui-même l'acte 1, il a versifié lui-même l'acte 1, la première scène de l'acte 2 et la première scène de l'acte 3. Monsieur de Corneille a employé une quinzaine au reste. C'est-à-dire que lorsqu'on sait comment tous les auteurs du XVIIe siècle définissaient la pratique d'écriture, c'est-à-dire on écrivait en prose, et là on le voit dans l'Iphigénie en Tauride de Racine, qui est un plan avec déjà les dialogues en prose. Il y a des dialogues en prose. Et ensuite, on versifiait. Et qu'on voit que Molière, justement, il a commencé à versifier acte 1 entier, première scène de l'acte 2, première scène de l'acte 3, et d'ailleurs, sur le plan de la grâce de l'écriture,
impossible, on se casse le nez entre Corneille et Molière, hein, d'ailleurs. Et on se dit, qui est l'auteur de ça? C'est Molière qui a tout préparé, qui a tout rédigé, qui est l'auteur de Psyché. Et Corneille a été très content de monter dans le char mené par les deux stars de l'époque, qui étaient Molière et Lully, sur lequel on avait en plus embarqué Quinault pour les paroles qui se chantent, parce qu'il était en train de sentir qu'il était laissé pour compte. Et donc, du coup, il a profité de ça. Voilà. J'espère avoir été convaincant. Oui. Dans l'histoire que vous racontez de Pierre-Louis, parce que même dans les ragots, allons-y sur Béjart, Madeleine, les mères, filles, quoi. Oui, mais j'ai essayé de démontrer qu'effectivement... J'essaie de démontrer que effectivement Armande était la fille de Madeleine. C'est pas un ragot, tout le monde le savait. Même Guimarães le sait, il le dit. Ce qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de reconstituer ce qui s'est passé. Il se trouve que Madeleine Béjart avait vécu maritalement avec un grand seigneur de l'époque qui s'appelait Esprit Raymond, comte de Modène, qu'ils avaient eu un premier enfant, Françoise, baptisé à Saint-Eustache, alors même qu'il était marié. Je veux dire, c'est hallucinant, le fait qu'il ait reconnu cette petite qui a été baptisée, son propre fils Gaston, filleul de Gaston d'Orléans, qui est parrain de la petite Françoise, donc elle meurt. Il se trouve que leur relation continue et que 2 ans plus tard, une autre enfant naît, que à ce moment-là, Esprit Raymond, comte de Modène, qui a participé à la conjuration de Fiesque animée par le comte de Soissons, etc., est reclus dans son petit fief de Modène, que sa femme, qui est dans le Maine, il a besoin de sa caution financière, donc il ne peut pas une deuxième fois lui faire l'affront de reconnaître une enfant adultérine. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette petite? Eh bien, on s'aperçoit que cette petite, elle est déclarée dans un acte notarié en 1643 comme Marie Hervé déclare qu'elle a chez elle 4 enfants mineurs, parce qu'ils ont moins de 25 ans, au lendemain de la mort du père, et une petite non baptisée. Pourquoi elle n'est pas baptisée alors que d'habitude on baptise le jour de la naissance ou le lendemain, etc. Comme une petite non baptisée. Bon. Et ensuite, quand on a ça, déjà, on regarde... Elle a dû naître quelques mois plus tôt. Mais quelques mois plus tôt, si elle est la fille de Joseph Béjart, le père, et Marie Hervé, donc si elle est vraiment la petite sœur, comme on va nous le faire croire ensuite, elle est la fille d'un homme qui est mort depuis 1 an et demi et d'une mère qui a 49 ans. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Et quand elle s'aperçoit, comment elle s'appelle? Pourquoi elle s'appelle Armande, Grésinde, Élisabeth et Claire? Elle signe toujours Armande, Grésinde, Claire, Élisabeth Eh bien, tout simplement parce que c'est en 1654, alors qu'elle avait 10 ans, ou 10 ans et demi, ou 11 ans, enfin 53-54, au tournant, que à Montpellier se sont trouvés réunis ensemble un type qui va devenir un parrain qui s'appelle Armand de Bourbon, prince de Conti, une femme qui s'appelle Grésinde de Roure, etc. La femme d'un des lieutenants généraux du Languedoc qui protégeait Molière en même temps que le fameux comte d'Aubijoux, etc. L'une qui s'appelle Élisabeth, qui est la sœur du comte d'Aubijoux, la femme du gouverneur de Montpellier, et que tout ce petit monde... Ça veut dire qu'on a baptisé... Le projet, ça a été de garder le plus longtemps possible la petite ondoyée, bien sûr, pour qu'elle aille au ciel si jamais, mais pas baptisée, de façon à ce qu'on la baptise et qu'on fasse un acte de baptême, que ce soit assez loin de la naissance pour qu'on puisse se dire est-ce qu'elle a 8 ans, est-ce qu'elle a 9 ans, est-ce qu'elle a 10 ans, on s'en fout. Plus personne ne va aller voir si elle est vraiment la fille de Joseph Béjart, mort 1 an et demi plus tôt en vérité quand elle est née. Vous voyez, donc, et c'est ça qui a été fabriqué. Mais du coup, ensuite, évidemment, alors le fameux ragot auquel vous faites peut-être allusion, c'est lorsque Montfleury, furieux d'avoir été parodié dans l'impromptu de Versailles, c'est Racine qui raconte dans une lettre, Montfleury a porté un cartel, un placé au roi, dans lequel il accuse Molière d'avoir épousé la fille après avoir autrefois couché avec la mère. On en a déduit plus tard que c'était une accusation d'inceste, mais on n'imagine pas Montfleury qui n'était pas bien en cour, enfin qui était un grand acteur applaudi, mais qui n'avait aucune entrée à la cour, accusé d'une accusation aussi gravissime, l'un des favoris du roi qui était Molière. En revanche, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Molière a effectivement épousé la fille de son ancienne maîtresse. Mais pourquoi dénonce-t-il? Parce que dans le droit canon,
hérité de la Bible et donc le droit catholique, hein. Dans le droit canon, il est interdit à un homme d'épouser la fille d'une femme avec laquelle on a vécu maritalement ou avec laquelle on a été marié. Ça vient de la Bible déjà, hein, c'est repris. Donc qu'est-ce que voulait faire Montfleury? Il voulait emmerder Molière en obligeant Molière à demander au roi de demander une dispense au pape pour pouvoir épouser, rétrospectivement, la fille de son ancienne maîtresse. Mais tout ça montre que, je veux dire, personne ne doutait au XVIIe siècle que c'était sa fille. J'ai lu, puisque j'ai tout lu autant que possible, et surtout qu'on a la chance d'avoir toute la correspondance conservée de Guy Patin, le célèbre médecin du XVIIe siècle, que Molière a évidemment parodié dans Monsieur Diaphorus, ou Thomas Diaphorus, puisque Guy Patin, c'était un représentant de la faculté, il a été doyen de la faculté de médecine de Paris, et il était hostile, enfin, il ne croyait pas à la circulation du sang. Hein. C'était l'un des meneurs anti-circulation du sang. Et donc, cet homme-là, il a une correspondance absolument merveilleuse. Et en outre, il a conservé, et ça, je suis allé à la Bibliothèque nationale au manuscrit le voir, il avait écrit des notes pour faire un Patignana, hein, comme on commençait à faire à l'époque, enfin, des notes qu'on devait appeler Patignana, mais qu'il n'a pas publiées. Et dedans, il y a une phrase dans laquelle il dit « Molière, excellent comédien qui a épousé une charmante femme, fille elle-même d'une comédienne, et peut-être même de la sienne propre, car chez ces gens-là, on n'est pas à ça près. On n'y regarde pas de si près. » Voilà. Et là, on sait que Patin, qui n'allait jamais au théâtre, il était content que Molière se moque des médecins de la cour, parce que les médecins de la cour, ils venaient de Montpellier, et que donc les médecins de Paris, de la faculté de Paris, détestaient les médecins de la cour, parce qu'eux-mêmes n'allaient pas à la cour. Mais à part ça, il détestait le théâtre, il n'allait pas au théâtre, il était relativement à la fois un peu bigot et en même temps libre. Enfin, il était très bizarre, mais toujours est-il que on voit, si on recoupe tout ça, que tout le monde savait au XVIIe siècle que... Mais alors, pourquoi va-t-on dire, d'où sortant le fait que, en vérité, officiellement, Molière a épousé la sœur de Madeleine? Parce qu'il a fallu... Je ne sais pas à quelle heure, moi je suis prêt à aller jusqu'à 11h du soir. Hein. Il va falloir ça. Oui. Parce qu'en fait, il fallait... On a dû légitimer ça, comme je vous l'ai dit, en 43-44, pour essayer de justifier qu'il y ait une enfant qui soit née là, et il a fallu lui donner un père et une mère, et du coup, lorsque Molière s'est marié, l'acte de mariage et le contrat de mariage présentent Armande Béjart comme la fille de Joseph Béjart, défunt depuis longtemps, et Marie Hervé. Mais quand on regarde la naissance, Molière et Armande Béjart ont 4 enfants, comme j'ai dit. Le premier enfant, c'est Louis XIV qui va, 3 mois après, le placer de Montfleury, qui en devient le parrain. Hélas, le pauvre, il meurt 8 mois après. Il s'appelle Louis. La deuxième enfant, comment va-t-on l'appeler? Esprit Madeleine. Or, au XVIIe siècle, l'usage était, sauf quand on prenait un roi comme parrain, l'usage était de donner comme prénom les noms des grands-parents, du grand-père et de la grand-mère. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Esprit Madeleine, du nom de son grand-père et de sa grand-mère. Voilà. Donc je veux dire, voilà le nombre d'éléments qui permettent de distinguer entre Rago et... Voilà dans quoi j'ai dû essayer pendant plusieurs années de faire le tri, de faire des hypothèses, etc. On resterait jusqu'à minuit, mais l'université ferme. Merci infiniment, Georges. Merci à vous.